Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 24e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie qui est aujourd'hui dédié aux questions de mobilité et d'accès au logement. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir André Breteau, ancien directeur de la stratégie de Vinci Autoroute et auteur de l'ouvrage Transport, les oubliés de la République, paru avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Monsieur Sergio Capitao da Silva, directeur général d'IDEFORCAR. Dominique Chantonog, chef de pôle et coordinatrice de l'antenne régionale de la Mayenne, au service relations aux collectivités à la direction territoire et ruralité de la région Pays de la Loire. Donc, très rapidement, avant de laisser nos intervenants parler, on a eu l'occasion, durant les précédents séminaires, d'aborder ces questions de logement, de mobilité, mais jamais vraiment en profondeur. Donc, ce séminaire est vraiment l'occasion de parler de ces deux dimensions-là qui nous paraissent extrêmement importantes lorsqu'il s'agit de parler d'attractivité des territoires, notamment. Un certain nombre de questions ont déjà émergé auparavant. Est-ce qu'un territoire est doté de suffisamment de logements pour accueillir les nouveaux travailleurs? Est-ce que finalement, il est possible pour les travailleurs d'avoir accès à tous les moyens de transport dont ils ont besoin pour aller sur leur lieu de travail? Est-ce qu'il existe des dispositifs pour réduire les frais de logement lorsque, par exemple, un jeune est en alternance et donc situé dans une ville pour sa formation et dans une autre pour sa formation professionnalisante? Donc, c'est à ces questions qu'on va répondre aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous allons commencer ce séminaire finalement en posant la question plus générale de mais pourquoi l'accès au logement et la mobilité sont-ils des enjeux centraux pour les territoires? Je me tourne donc tout d'abord vers André Breteau. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler l'histoire de la route, son évolution au cours du temps et la manière dont la mobilité est devenue un enjeu particulièrement central pour les territoires? Et à tous, merci Caroline pour cette introduction. Les caprices de l'informatique font que parfois mon micro se coupe tout seul, donc vous gesticulez pour que je m'en rende compte. Alors, l'histoire de la route s'articule pendant des siècles à deux échelles. Bien sûr, la très grande majorité de la population vit du travail de la terre et se déplace à l'échelle de 1 ou 2 kilomètres autour du lieu de vie. Seuls quelques privilégiés, finalement, les seigneurs, les marchands, les pèlerins, les étudiants, voyagent très loin. Ensuite, pour faire face aux mauvaises récoltes, aux famines, on comprend l'importance qu'il y a à organiser la solidarité entre les régions, entre les territoires. On peut très bien avoir une région qui a subi du gel ou des inondations et très peu de récoltes et qui a intérêt à aller chercher un peu plus loin les excédents de céréales. Et c'est la route et le fleuve qui vont permettre ces échanges de biens. Et c'est pour cette raison que tous les pays ont, à un moment donné de leur histoire, non seulement développé les grandes voies de circulation qui, elles, existent en général depuis longtemps pour exprimer un petit peu la puissance des empires ou le cheminement des armées, mais elles vont tout à un moment donné développer des routes rurales pour desservir tous les lieux de production. Et en France, c'était il y a 200 ans en gros. Et donc, quelque part, ce sont les infrastructures de transport en général, mais en grande partie la route, qui vont incarner la solidarité entre les territoires. Puis, avec la révolution industrielle, il devient possible d'aller plus vite et plus loin. Les voyages commencent à se démocratiser, mais les déplacements du quotidien restent encore très locaux et très courts. Les voyages, ce sont les déplacements de plusieurs centaines de kilomètres. En moyenne, aujourd'hui, on en fait 5 ou 6 par an. Et les déplacements du quotidien, comme le nom l'exprime, c'est du local. Enfin, le développement de la voiture et du train et du tramway vont permettre d'élargir le périmètre des déplacements du quotidien, ce coup-ci. Les grandes villes se développent sous l'effet de l'exode rural, les territoires se spécialisent et la mobilité des biens et des personnes devient un enjeu central et quotidien, et pas simplement pour faire face à des famines. Pour les territoires, pourquoi? Parce qu'il faut nourrir les villes au quotidien. À partir du moment où on a des concentrations urbaines de plus en plus, avec des surfaces de plus en plus grandes, eh bien, il faut amener de la nourriture à partir des campagnes. Parce que aussi, lorsqu'un ouvrier spécialisé cherche un emploi, il a intérêt à se rapprocher d'une grande ville qui offre de nombreuses opportunités d'emploi accessibles en un temps donné. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'accessibilité. Quand on est quelque part, on structure l'espace en fonction des opportunités, par exemple d'emploi,
que l'on a et qui sont accessibles dans un temps et pour un coût qui nous convient. Si on est dans une zone rurale et qu'on est plombier, ben, on n'a qu'un plombier qui est capable de nous employer. Et quelque part, on va dépendre de ce plombier pour le salaire, pour l'évolution de nos carrières. Si on va dans le voisinage d'une grande ville, on va trouver une centaine d'employeurs potentiels, on va pouvoir les mettre en concurrence, on va pouvoir, si à un moment donné on se spécialise, aller chez un employeur qui répond davantage à nos désirs, et donc c'est bon pour le salarié. Il en est de même, lorsqu'une PME s'installe quelque part, vous le savez, elle va choisir un lieu où elle a un bassin d'emploi suffisamment vaste parce qu'elle aussi, elle veut attirer des talents. Donc elle aussi, elle se comporte selon cette théorie de l'accessibilité. Et ça s'applique à beaucoup de domaines. Lorsqu'un ménage s'installe quelque part, il regarde lui aussi comment on accède au meilleur lycée pour ses enfants. Et c'est pour cela que les villes sont d'autant plus attractives qu'elles sont grandes. Les économistes nous expliquent que le PIB par habitant de la région parisienne est beaucoup plus élevé que le PIB par habitant de la métropole toulousaine, qui est lui-même plus élevé que celui de la ville de Carcassonne. Et c'est pareil si on raisonne au Japon entre Tokyo, Osaka et une petite ville. Après la Deuxième Guerre, on va assister à un phénomène majeur, la déconnexion entre le lieu du domicile et le lieu du travail. Et je vais vous montrer deux ou trois cartes produites par l'INSEE qui sont très parlantes. Je ne sais pas si vous pouvez les montrer. C'est la régie qui m'a promis de montrer ça, là. Voilà. Donc, vous avez trois cartes qui s'affichent. La première en haut à gauche donne pour chaque commune de la région Île-de-France la distance moyenne que devaient parcourir les actifs de cette commune en 1975 pour se rendre sur leur lieu de travail. Vous voyez qu'en 1975, quelques communes ont des problèmes, peut-être probablement pas assez d'emplois, et donc les salariés doivent aller chercher, les actifs doivent aller chercher du travail plus loin. Mais bon, en général, on a des teintes assez claires un peu partout. Une génération plus tard, ça a totalement changé. Dans le centre, on arrive à trouver des emplois, à trouver son bonheur pas trop loin. Et plus on s'éloigne du centre, plus il faut faire parcourir des distances élevées pour trouver un emploi. Et l'Institut Paris Région a accepté d'actualiser cette carte avec la même légende pour l'année 2018. Et là, vous voyez que la zone d'influence finalement de Paris s'est agrandie et qu'on a cette carte extrêmement symétrique, radioconcentrique, qui est la même que vous soyez dans des départements pauvres, des communes pauvres ou des communes riches. Apparemment, la seule chose qui compte, c'est la distance par rapport au centre. C'est un phénomène de déconnexion que je voudrais commenter un tout petit peu. Ça concerne tous les pays, toutes les villes. Je le vérifie à Toulouse, à Rodez, à Carcassonne, à Lyon. Ça concerne Helsinki, ça concerne Tokyo, ça concerne Buenos Aires. On le trouve partout, ce phénomène. C'est une déconnexion. Souvent, on dit, ah ben oui, c'est l'étalement urbain. Ce à quoi je réponds en général, écoutez, il y a 1000 habitants de Montauban qui vont tous les jours travailler à Toulouse. Est-ce que c'est l'étalement urbain de Montauban ou celui de Toulouse? Pareil pour les habitants de Chartres qui vont travailler à Paris, ou du Mans à Paris, ou de Paris au Luxembourg. Voilà, donc c'est une déconnexion en premier lieu. Et ça exprime justement cette théorie de l'accessibilité, ce besoin de liberté et d'aller chercher l'emploi qui correspond le mieux à nos besoins. Voilà, alors ces cartes, dont finalement elles illustrent à la fois l'importance et l'utilité de la mobilité pour créer de la richesse collective, de la richesse individuelle, mais aussi ses limites dans un monde contraint où on va devoir réduire nos consommations et nos capacités de déplacement. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à votre question, Caroline. Merci beaucoup. Je vais poser une question un peu similaire à Sergio Capitao da Silva. Quels sont les enjeux en matière de mobilité et en particulier, quels sont les enjeux auxquels tentent de répondre les industriels de la filière mobilité que vous représentez? Peut-être vous pouvez tout d'abord nous présenter ce qu'est ID4Car. Merci Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, ID4Car, c'est une structure et un réseau associatif de 400 membres qui intègre tous les industriels ou les entreprises de la mobilité sur le Grand Ouest français. Alors, quand on dit les industriels de la mobilité, faut juste avoir en tête qu'on parle de sujets. Ce qui est assez drôle, avant, on aurait appelé ça la filière automobile. Après, on appelle ça les industriels de la mobilité, sachant que dans les industriels, il y a des gens qui font du service. Donc, quelque part, le sujet qu'on évoque là est un peu à la lumière, ça met un peu en exergue la problématique du jour.
qui est un peu la mutation qu'on est en train de vivre effectivement dans ce secteur de la mobilité. Alors, secteur de la mobilité, je vais le prendre par deux axes. Je vais prendre le terme industriel de la mobilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des industriels. Et je vais vous prendre l'exemple, et je vais prendre deux extrêmes. Les gens de l'automobile, donc qui sont les constructeurs automobiles tels que vous les connaissez. Et puis de l'autre côté, je vais vous prendre des fabricants de vélos. Et finalement, eux deux essayent de répondre à un premier enjeu qui est la décarbonation de la mobilité. Un des grands sujets, c'est transition énergétique. On sait qu'aujourd'hui, et on a pu le constater dans les années passées, on voit que la variabilité du prix du gazole peut amener à soit revoir le modèle de consommation énergétique des véhicules plus lourds de type véhicule automobile, ou carrément de faire un transfert vers des véhicules de plus petite taille, adaptés entre guillemets à son poids et à sa mobilité individuelle, qui sont les vélos, les trottinettes, etc. Donc en plaisantant, je dis il y a 4-5 ans, je vous aurais parlé du véhicule autonome, et à la place du véhicule autonome, on a eu des trottinettes électriques. Le monde de la mobilité est un peu à cette image-là, c'est-à-dire une grande transformation, une grande mutation dont on a du mal à percevoir finalement les usages complets et les adaptations quand elles sont complexes. Donc ça, c'est pour la première partie, finalement, les gens qui font des véhicules. Et après, il y a les gens qui font des services, et qui finalement sont aussi industriels. Les gens qui font des services, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'adapter leur offre de transport en commun, par exemple, à l'évolution des espaces, à l'évolution des contraintes. Et là, on a des opérateurs de mobilité comme Transdev et Kevis, pour prendre ces deux exemples. On a aussi des constructeurs automobiles qui se mettent à faire des services de mobilité de type partagé. Et on a aussi des acteurs du numérique qui n'ont rien à voir avec le monde du transport à la base et qui deviennent, entre guillemets, des acteurs de la mobilité. Les plus grands acteurs de la mobilité, en réalité, aujourd'hui, si je demande à tout le monde qui a Google Maps, Waze sur son téléphone, je pense qu'énormément de gens me disent, ils lèvent la main. Si je demande qui a une Peugeot, une Citroën, une Renault, je ne suis pas sûr que… Enfin, normalement, 50% des gens lèveront la main puisque c'est à peu près le pourcentage de vente en France. Et donc, en gros, la question de ces acteurs-là, elle est toujours la même. C'est d'un point de vue, un, on décarbone, deux, on utilise mieux les transports, on essaie d'optimiser les transports publics ou en commun qui existent aujourd'hui, en essayant soit d'apporter une couche numérique pour optimiser l'information, la tarification et faire une mobilité, on appelle sans culture le MAS pour ceux qui aiment ce verbiage, cet anglicisme. Et puis, effectivement, la question de l'accessibilité à la fois au territoire et aux tarifs est un vrai sujet, puisque derrière la décarbonation, il y a un enjeu à la fois d'accessibilité, par exemple pour l'automobile. Aujourd'hui, un véhicule électrique, ça coûte 30 à 50% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc, quand on parle de demandeurs d'emploi, quand on parle de personnes qui doivent accéder à des véhicules qui sont dans des zones rurales ou périurbaines, c'est un sujet d'accessibilité. Mais c'est vrai aussi pour les transports en commun, dont la densité, on sait, pour avoir des transports en commun, il faut de la densité. Et aujourd'hui, le problème, c'est le manque de densité, on va dire, sur certains types de territoires. Et donc, tout ça, ça fait un package d'enjeux. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres enjeux, le véhicule autonome, le numérique, etc. Mais très sincèrement, la question de la transition énergétique, et je crois que ça fait partie d'un des sujets qu'on évoquera plus tard, est un vrai… comme le disent certains prospectivistes, un vrai game changer, comme on le dit, pour, entre guillemets, ce sujet de l'accès à la mobilité dans les temps futurs, tant du point de vue des véhicules, mais aussi des services. Et c'est là où il faut intégrer vraiment pleinement cette dimension double, parce que à la fois les solutions hard et les solutions soft sont à combiner et les enjeux, ils sont là. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Dominique Chantonog. Donc, comment les problématiques de transport et de logement sont-elles imbriquées sur votre territoire et quelle est la traduction de ces enjeux-là? Bonjour à tous. Alors, effectivement, ce sont deux thématiques qui sont très fortes, parce que pour décrire un petit peu la situation de la région des Pays de la Loire, on a un département qui est la Loire-Atlantique, qui a une grande métropole qui est Nantes,
Et ensuite, on a quand même des départements, y compris d'ailleurs, une fois qu'on sort de la zone périurbaine de la Loire-Atlantique, qui ont une forte connotation rurale, hein, des territoires qui sont relativement excentrés. Moi aujourd'hui, je travaille en Mayenne et sur le département de la Sarthe pour partie. Et ce sont des départements qui sont relativement donc gros, même si là aussi en Sarthe, on a une grande métropole. Et pour autant, un tissu économique qui est développé, qui aujourd'hui cherche à continuer à rester attractif, et des territoires qui, du fait de leur ruralité et de leur éloignement des grands pôles urbains, souhaitent continuer à maintenir une attractivité, parce qu'effectivement, l'intérêt, il est de maintenir les populations pour ne pas connaître une perte de population et une perte de dynamisme des territoires. Et également, le deuxième problème, c'est le fait d'arriver à maintenir l'activité économique, voire à permettre l'arrivée de nouveaux acteurs économiques sur les territoires. Donc, je dirais que mobilité et logement font partie réellement de ce qu'on appelle, on a résumé comme ça au niveau de la région, à savoir ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, parce qu'effectivement, quand vous êtes en situation éloignée, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le fait de ne pas avoir, on a des réseaux de transport sur les gros axes. La difficulté, elle est souvent entre deux axes périphériques qui ne sont pas reliés par des grandes lignes ou de ferroviaire ou de transport en commun, y compris hein, sur les zones rurales. C'est là que se pose la difficulté, parce qu'il faut que les personnes soient motorisées. Et on évoquait tout à l'heure la question des coûts de l'achat d'un véhicule, de l'obtention d'un permis, parce qu'on a aussi des jeunes apprenants qui n'ont pas toujours les moyens de se payer les permis de conduire ou les BSR quand ce sont des vélomoteurs. Et on a du coup la problématique qui est le contrepoint, qui est le logement. C'est-à-dire que si on n'a pas de logement adapté en proximité immédiate, il faut que les personnes soient en autonomie sur la mobilité. Et les deux sont extrêmement entremêlés, avec aussi du coup une offre de mobilité qui ne permet pas forcément de répondre à tous les besoins par rapport à l'implantation des entreprises sur l'ensemble des territoires, et une offre de logement qui est parfois inadaptée par rapport aux besoins de la population. On s'aperçoit qu'on a la situation rurale hein, fait qu'on a souvent une offre de grands logements par rapport à de petits logements qui permettent effectivement l'arrivée de jeunes apprentis ou de jeunes alternants ou de jeunes qui viennent s'installer aussi sur le territoire. Parce que l'objectif, il est, et c'est vraiment le cœur, et c'est d'ailleurs la démarche de territoire d'industrie, c'est cette notion d'attractivité, attractivité des métiers, mais attractivité des territoires. Et si on n'a pas cet élément de rendre le territoire attractif, les candidatures ne se font pas, les recrutements ne se font pas, et du coup, effectivement, on peut avoir le risque d'entreprises qui peuvent aussi faire le choix de quitter les territoires parce qu'elles n'ont pas le bassin d'emploi nécessaire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je signale l'arrivée de Michel Berry, donc, qui est le fondateur de l'École de Paris de Management, avec qui ce séminaire est organisé. Bonjour, Monsieur Berry. On va continuer sur cette thématique justement de la mobilité et des freins à la mobilité. Je me tourne à nouveau vers André Breteau. Donc, dans votre livre, vous adressez la question donc, des distances intermédiaires et plus particulièrement des commuters, donc ces personnes qui travaillent en dehors des villes où elles habitent, en expliquant qu'elles sont bien davantage prises en compte dans la gestion des mobilités à l'étranger. Donc, pourquoi, selon vous, a-t-on négligé en France cette catégorie de population et l'interconnexion au niveau de ces distances intermédiaires qui sont ni voyage ni trajet de proximité? Quelles conséquences pour les entreprises en matière notamment de recrutement et quelles conséquences pour les travailleurs, notamment sur leur candidature, leur salaire, etc.
Pourquoi a-t-on négligé les besoins des commuters? Nous avons conservé une vision binaire des besoins de transport, avec à un bout les voyages, la longue distance, et là c'est l'État qui a la manœuvre depuis des siècles, qui a l'autorité et les moyens, et les déplacements du quotidien, mais les déplacements du quotidien courts, et parce que là c'est les 36 000 communes qui traditionnellement ont pris l'autorité et les moyens pour s'occuper de la voirie, du stationnement, éventuellement de pistes cyclables ou du bus. Et dans les grandes villes, le métro ou le tramway. Et donc, on a continué à penser à l'échelle de quelques kilomètres pour la proximité et de plusieurs centaines de kilomètres pour les voyages. Et lorsqu'on a voulu décarboner la route, on a naturellement décidé, il y a une quinzaine d'années, notamment avec le Grenelle de l'environnement pour Point d'orgue, qu'il fallait favoriser les modes alternatifs à la route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a développé massivement des transports en commun lourds, les lignes à grande vitesse pour les voyages, des métros, des tramways et des BHNS, des bus à haut niveau de service, sur les déplacements du quotidien. Il faut savoir que ces transports en commun ont une classe de distance. Le métro, par exemple, c'est 5, 6, 7 km. Le bus urbain, c'est 2,9 km à Paris, 5 km en banlieue de parisienne. Le tramway, c'est 3 km en gros. Hein, voilà. Donc, chaque mode de transport a une classe de distance. La classe de distance des 20, 30, 40, 50 km, on est dans le transilien, le RER ou le TER. Et bien sûr, la voiture est sur tous les créneaux. Mais ces projets ne répondaient pas aux besoins des commuters, car leurs besoins, comme on l'a vu sur la carte de tout à l'heure, hein, dans l'exemple de Paris, dépassent largement le périmètre des transports collectifs. Et je vais l'illustrer par encore une fois une carte de l'INSEE à l'échelle de la France, cette fois-ci, si vous pouvez la passer. Donc, c'est une carte INSEE. Merci, voilà. Donc, cette carte donne à l'échelle de la France le domicile des 3,3 millions d'automobilistes qui ont leur emploi à plus de 25 km. Alors, moi, je raisonne, je mets la barre à 10 km hein, pour les déplacements longs du quotidien. Mais là, l'INSEE a sorti une carte qui ne prend que le motif domicile-travail et que ceux qui font plus de 25 km. Il y en a 3,3 millions. Et vous voyez, c'est quand même étonnant. La petite tache blanche à Toulouse, ou Bordeaux, ou Nantes, ou Strasbourg, elle fait 30 km de diamètre. 700 km², c'est l'échelle d'une métropole. C'est l'échelle de ce qu'on appelait les autorités organisatrices de transport et qu'on appelle maintenant les autorités organisatrices de la mobilité. Or, au fond, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans certaines taches blanches, avec des BHNS, des tramways et des métros. On a investi entre certaines taches blanches, pas toutes, hein, on a oublié Toulouse, pour faire des lignes à grande vitesse. Et on est allègrement passé par-dessus la tête de tous ces salariés actifs qui habitent dans ces zones que vous voyez sur cette carte. Si vous voulez, ça illustre le décalage entre l'évolution des besoins de transport et les politiques publiques. Ce décalage est beaucoup plus important dans la vieille Europe qu'il ne l'est sur les autres continents. Je ne connais pas les raisons de ce décalage. Il se manifeste d'un tas de manières dans les indicateurs pour interpréter les enquêtes, dans les indicateurs pour interpréter l'utilité d'un service de bus. Personnellement, je pense que c'est lié au fait que nous avions dans la vieille Europe des villes qui étaient agréables à vivre quand la voiture est arrivée et dont on a voulu préserver le cadre de vie, à juste titre d'ailleurs. Et donc, on a finalement eu des armées d'experts transport, d'urbanistes, de philosophes, d'historiens qui se sont mis à penser la ville de demain au regard de cet envahisseur. Et on a réussi, on a inventé des métros, des tramways, on a des règles, on a limité l'accès de la voiture à la ville. On s'est organisé pour créer des autorités organisatrices des transports. On a inventé des modes de financement avec le versement de transport. Mais c'est tellement puissant ce truc-là que c'est devenu un trou noir qui absorbe toutes les idées. Il n'y a rien d'autre. Et donc, on comprend finalement que le report modal est échoué, puisqu'on a investi évidemment, non pas là où il y avait des problèmes, mais là où c'était le plus facile. Alors, quelles conséquences? Oui, j'ai oublié de dire, il y a tout de même le TER qui agit dans ces territoires-là, mais on verra tout à l'heure que sa part est très faible, à peine 4% du total. Alors, quelles conséquences sur les salariés et les entreprises? Pour les salariés, je dirais, le temps perdu dans les bouchons ou dans les RER en Île-de-France, l'inconfort, le stress, la fatigue,
Également, depuis le renchérissement des coûts du diesel, ça c'était il y a 3 ou 4 ans avec l'augmentation des taxes sur le diesel, et plus récemment avec l'envolée des cours du pétrole, eh bien, c'est un sentiment d'abandon et d'exclusion, voire la colère des gilets jaunes. Il faut savoir par exemple qu'un salarié qui a la chance de pouvoir avoir utilisé son passe Navigo pour aller au travail, ça lui coûte 75 €, mais l'employeur en prend la moitié, donc 37 €. À comparer à un salarié qui, lui, va faire en moyenne 20 ou 30 km, ben, ça n'a rien à voir hein, en voiture. Et pour le jeune en recherche d'emploi, qui doit refuser une offre parce qu'il n'a pas plus de solution de transport compatible avec ses capacités contributibles, on voit que quand même c'est dramatique. Pour les entreprises, eh bien, je dirais que des salariés qui passent 10 heures dans les transports pour travailler 35 heures, on voit qu'il y a un problème quand même. Hein. Voilà. Parce que ce qui compte pour le salarié, au fond, c'est le total des deux chiffres. C'est 35 plus 10. Hein. Alors, il va se battre pour gagner une heure sur les 35 heures, mais il va en perdre une de plus en 10 ans sur les 10. Un bassin d'emploi et donc de talent qui se rétrécit lorsque les conditions de transport s'aggravent, quand le coût du transport augmente, quand les temps de parcours augmentent, le coût généralisé pour accéder à l'emploi augmente, et donc tout se passe comme si le bassin d'emploi pour aller dans une entreprise se rétrécissait. Et le sentiment, finalement, que le versement de transport qu'elle verse ne remplit pas l'objectif. On pouvait penser que l'objectif du versement de transport consistait à rendre l'accès aux emplois plus facile et moins coûteux. Et donc un sentiment d'injustice. Mais j'ai envie d'ajouter une dernière conséquence pour la société. Finalement, c'est sur la carte que vous avez vue tout à l'heure, des inégalités territoriales qui se creusent entre les métropoles et les territoires. Et donc ça, c'est dramatique parce que la société se fragmente, on a un véritable enjeu d'équité lié à des fins de mois et d'incompréhension entre ceux qui ont la chance d'avoir du transport public dans les métropoles et ceux qui n'ont pas cette chance dans les zones marron de la carte que vous avez vue. Voilà, j'ai terminé. On reviendra un peu plus tard dans le séminaire sur ces questions de politique publique, mais je vais prendre une question qui a été posée dans la partie discussion. Quid de l'amélioration du service ou de la remise en service des petites lignes ferroviaires qui desservaient une grande partie du territoire dans les années 1930 et qui pourraient être réactivées avec des trains légers, éventuellement autonomes? Est-ce que, selon vous, cela pourrait apporter une solution? Je vous montrerai tout à l'heure une carte qui montre qu'à l'exception de l'Île-de-France, les Français effectuent tous les jours 50 millions de déplacements d'une longueur moyenne de 23 km chaque jour, 50 millions, 24 même, 24 km, ce qui fait 1,2 milliard de kilomètres parcourus par jour. Sur ces 50 millions, le TER pèse 1 million par jour. 2% en nombre, mais comme il faut raisonner en voyageurs kilomètres, c'est un peu plus, c'est le double, donc 4% en kilomètres parcourus. Alors, il faut faire tout ce qu'on peut pour améliorer le TER. Je ne sais pas si on peut, avec des véhicules type Drési ou en réactivant les petites lignes, obtenir un effet suffisant. Je sais que la SNCF pense qu'elle peut faire x2 en 10 ans, en gros. Eh bien, il faut faire x2. Mais quand on aura fait x2, le 4% sera devenu 8. Il en reste beaucoup. Le véhicule électrique devrait faire 75%, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Il va falloir faire beaucoup d'autres choses en plus. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut pour le TER. Personnellement, j'aurais tendance à privilégier comme mesure, parce qu'il y a urgence avec les ZFE, j'aurais tendance à privilégier comme mesure le fait de réaliser dans toutes les gares, on l'avait proposé pour la région parisienne en Grande Couronne, on avait proposé 200 places de parking vélo sécurisé par gare, ce qui faisait 60 000 places pour la région parisienne. C'est quelque chose qui est rapide à faire. Il ne faut pas beaucoup de place. On n'a pas besoin d'enquête d'utilité publique. La SNCF doit avoir la place nécessaire. Ça ne coûte pas cher. Et ça permet d'augmenter la surface, le périmètre de rabattement vers les lignes de TER. Mais vous voyez, donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut avec le TER. Mais même si on fait x2, ça ne fera que 8% des besoins. Merci beaucoup. Vous nous avez montré l'importance, en fait, et finalement l'absence dans les politiques de la prise en compte de ces distances intermédiaires. Sergio Capitão da Silva, vous aussi, vous définissez sous un autre nom ces distances intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous définir justement pour vous cette distance qui n'est pas prise en compte et qui importe dans le choix des travailleurs, et quels sont les facteurs qui la déterminent?
En fait, André a donné déjà énormément d'éléments constitutifs à cette question. Je peux peut-être vous donner 2-3 exemples terrain, entre guillemets, auxquels on est confronté en tant que pôle de compétitivité avec des entreprises. Et en fait, la zone de chalandise, elle est très bizarre en fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle est multifactorielle et elle est à la fois liée effectivement à la condition d'accès à la mobilité. Donc ça, c'est une réalité. Là, on a parlé par exemple beaucoup des actifs. Mais par exemple, les demandeurs d'emploi, si je prends aujourd'hui où est-ce qu'ils se situent, si on fait des zones centre-ville, périurbain et on va dire éloigné de l'urbain ou du périurbain, entre guillemets, limite zone rurale, et en gros, 50% ou 55% des demandeurs d'emploi sont plutôt dans cette zone-là. Donc, quelque part, dans une logique où le taux d'emploi, par exemple, c'est le cas dans le Grand Ouest français, et, pour être très présent dans les départements par exemple, de la Mayenne, et je parle sous contrôle de Dominique, on sait qu'on a un taux d'emploi qui est plus bas que la moyenne nationale. Et bon, on voit que la question de la zone de chalandise, elle se réduit énormément. Nous, on a accompagné des entreprises, je vais prendre cet exemple-là, industriels du côté de Laval, donc qui sont au sud, alors je me trompe peut-être, qui sont à l'est de Laval, et qui voulaient développer, avoir une formation pour former des gens au métier d'ajusteur fraiseur, donc sur des outillages industriels. Et donc, ils étaient plutôt sur recruter des gens qui étaient plutôt soit des gens en reconversion d'emploi, soit demandeurs d'emploi, et qu'ils étaient prêts à former, entre guillemets, par rapport à ça. Et donc, on constitue un petit peu cette logique de centre de formation d'apprentis inter-entreprises. C'est un peu cette logique-là qui était sous-tendue. Et donc, vient le moment de recruter, on va dire, des gens qui soient intéressés par rapport au sujet. Et en gros, il y a plus de 50% des gens qu'on n'a pas pu recruter parce que, en gros, la distance par rapport au lieu de travail était trop importante. Et moi, quand on m'a dit ça, je pensais que les gens, ils venaient du Nord Mayenne ou du Sud Mayenne avec des grandes distances. En fait, non, c'était des gens qui étaient de l'autre côté de Laval, mais pour qui, entre guillemets, la contrainte de temps, pas forcément de coût, parce qu'à cette distance-là, il n'y avait pas encore l'histoire du coût, mais effectivement, dans un secteur en tension en termes d'offres, de demande d'emploi, du coup, il y avait finalement un peu le choix et on pouvait un peu réduire cette zone de chalandise. Donc ça, c'est un exemple type, entre guillemets, sur laquelle on est. Et après, on a travaillé, donc ça, c'est un exemple pour vous dire que la zone de chalandise, même en milieu rural, elle peut, enfin en milieu rural, excusez-moi, parce que la Mayenne est un secteur où il y a beaucoup d'industrie agroalimentaire et d'industrie tout court, mais qui est aussi un endroit très, très rural, avec beaucoup d'agriculture. Mais on a des environnements aussi où nous, on a travaillé. Alors, l'autre exemple que j'ai, c'est avec une société d'intérim qui nous avait approchés parce que sa problématique, fondamentalement, c'était de trouver des candidats. Donc, toujours pareil, il y avait beaucoup d'offres d'emploi par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Et une grande problématique qu'ils avaient, c'est qu'il y avait 4 offres sur 10 qui n'étaient pas pourvues parce que, en gros, sur 3 sur 4, il y en avait qui étaient liés à la mobilité. C'est-à-dire que les gens, soit ils n'avaient pas accès, enfin voilà, il y avait une problématique de mobilité, donc c'est-à-dire que l'employeur était prêt à embaucher, la personne était prête à y aller, mais 3 sur 10 ne pouvaient pas accéder à l'emploi du fait d'un problème de mobilité. Alors, ils étaient quoi ces problèmes de mobilité? En fait, en gros, les gens avaient potentiellement un moyen de locomotion existant, mais le coût du déplacement était trop élevé. Et ça, c'était vrai. On avait travaillé avec eux juste avant le Covid, donc en 2019. Donc ça, c'est une réalité. Donc imaginez aujourd'hui, et entre-temps, on a eu les gilets jaunes pour les raisons de taxation qu'a exprimé André. On a aussi des moyens de locomotion existants, mais inadaptés à la distance. C'est-à-dire que fondamentalement, on a des véhicules qui sont vétustes. La carte, ce qui est assez drôle, c'est que la carte d'André, on aurait pu la transposer au nombre de véhicules par foyer. Et en fait, plus vous vous éloignez des zones blanches, et plus vous avez un nombre de véhicules important. Allez dans les campagnes, les campagnes, j'en reviens à ça, parce que c'est les zones de chalandise des demandeurs d'emploi, par exemple, où des gens qui sont actifs et qui travaillent sur des longues distances, ils sont souvent ou tri-motorisés, parce que des fois, il y a des grands qui sont encore à la maison et qui, voilà. Donc, on a des véhicules de plus de 10 ans diesel. Donc là, entre guillemets, on est face à une vraie difficulté où le prix de l'énergie
de l'essence, du diesel, va devenir un facteur déterminant sur la question de l'accès, entre guillemets, à l'emploi. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Alors, et en partant des transports en commun, et ça fait partie des exemples qu'on a avec l'agence d'intérim, effectivement, ça n'était pas possible du fait des horaires, parce que quand on travaille dans l'industrie, on travaille en 2-8, on travaille en 3-8. Et donc là, on a des transports en commun qui ne sont pas toujours adaptés à ces fréquences-là. Et puis aussi la distance, parce que les transports communs sont là pour être sur des axes structurants, et des fois, les industries sont souvent sur des lieux où le coût, entre guillemets, du foncier est, entre guillemets, plus léger. Et donc, il y a souvent, entre guillemets, une dichotomie entre ces axes structurants qui sont souvent sur des zones denses finalement d'habitation et les endroits industriels qui ne sont pas proches des habitations. Et donc, tous ces facteurs-là définissent des zones de chalandise qu'on peut jouer avec des variables suivant les territoires. Et donc, en fait, il n'y a pas de zone de chalandise préférentielle, même si la carte d'André est très vraie, mais, entre guillemets, on peut voir que territoire par territoire, on peut avoir des situations qui sont très, très différentes, suivant aussi le facteur, encore une fois, de est-ce qu'il y a, entre guillemets, une forte dimension d'attractivité sur l'emploi où il y a beaucoup d'offres et peu de demandeurs, ou est-ce qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de demandeurs et peu d'offres. Et ça aussi, c'est un facteur quand même assez déterminant, mais il y a des vrais points de blocage pour cette fameuse zone de chalandise. Merci pour nos deux intervenants. Une question est posée. Est-ce qu'on peut parler d'une précarité de mobilité, de votre point de vue? Oui, il y a une enquête FNH WeMove qui l'estime à 9 millions, ou je ne sais plus, enfin, C'est ça. allez-y, Sergio. Non, mais André, c'est typiquement ce que j'allais dire. J'ai la même référence en tête, mais même si c'est la plus récente, il y en avait d'autres. Effectivement, cette question de la précarité, encore une fois, si on l'observe juste du point de vue des véhicules, entre guillemets, j'ai déjà donné quelques chiffres là-dessus, mais le nombre de travailleurs qui roulent sans permis parce que soit ils l'ont perdu, soit ils n'ont pas eu la possibilité de le passer, comme l'exprimait Madame Dominique Chanteau-Nog. En gros, cette précarité, on la voit augmenter parce que coût énergétique, parce que accès, quand on disait 75%, André tout à l'heure disait 75% sera fait par le véhicule électrique, j'ai haussé les sourcils parce que j'avoue que au prix de 40 000 € le véhicule, dans un modèle où aujourd'hui on ne sait pas si le véhicule appartiendra toujours aux mêmes personnes et quel sera son prix de revente in fine, on a des vrais questionnements sur cette accessibilité-là. Et c'est un vrai sujet de société qui est face à nous, parce que le modèle dans lequel on est, on pense qu'on va pouvoir l'utiliser. Très sincèrement, il y a beaucoup de gens, et on a pu faire récemment un grand forum de mobilité transition, où la question a été mise sur la table, où finalement, le tout voiture sera peut-être un peu moins tout voiture, mais avec le modèle qui est le nôtre, alors ça prendra du temps, parce qu'il y a un vieillissement du parc. Parce qu'aujourd'hui, on est passé de 10 ans d'un véhicule d'occasion à 12 ans, et on est en train de l'étirer à 14 ans. Parce que, entre guillemets, la solution, sauf que ces gens-là qui vont étirer jusqu'à 14 ans, on ne va plus leur permettre d'aller au travail puisque ça sera dans des ZFE. On parle d'industrie, mais on sait bien que l'industrie, c'est aussi des services, et tout ça est un peu combiné. Et donc, on a un vrai problème de précarité parce que problème d'accessibilité aux véhicules, au transport, et tout ça fait un melting pot qu'on a pu lire. Quand André parle de son livre, j'entends beaucoup aussi ce que j'ai pu lire dans La France sous vos yeux, qui est sous nos yeux, pardon, qui est un ouvrage que vous avez dû déjà évoquer dans certains webinaires, mais qui fait beaucoup écho à ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup pour vos précisions. Dominique Chanteau-Nog, votre territoire, donc la Mayenne et peut-être plus largement le Pays de la Loire, ont développé des initiatives à direction des jeunes et notamment pour les jeunes qui sont en alternance. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce public est-il particulièrement freiné en termes de mobilité et quelles propositions votre territoire a-t-il formulées en termes de mobilité et puis aussi de logement pour en faciliter l'accès? Ce qui était évoqué, effectivement, c'est la question du coût du déplacement et des jeunes qui sont en démarrage d'activité, soit en apprentissage, soit en alternance, qui ont du coup des ressources qui sont quand même moindres que celles d'un salarié en exercice plein. Donc, c'est vrai que du coup, par rapport à ce qu'on évoquait, le coût de la mobilité étant relativement important, l'idée, c'est d'apporter du coup une réponse en proximité quasi immédiate du lieu d'exercice soit du stage d'apprentissage, soit de l'apprentissage, soit du stage en alternance.
Et donc, on a effectivement sur plusieurs territoires, alors de l'ensemble des Pays de la Loire, mais alors peut-être plus localisé sur la Sarthe, et de l'hébergement, parce que effectivement, selon les acteurs aussi, on va avoir des réponses qui vont pouvoir être aussi assez différentes et qui permettent aussi d'expérimenter et de donner aussi des fois des pistes d'évolution à d'autres territoires. Donc, on a ce qu'on appelle l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc, en fait, il s'agit, c'est assez simple, hein, de personnes qui vivent désormais seules ou qui n'ont plus d'enfants, en tout cas, les enfants étant partis, qui peuvent avoir une ou plusieurs chambres chez elles, et qui peuvent être notamment des personnes à la retraite qui peuvent compléter leur revenu de la retraite et accueillir du coup des jeunes à un prix plus limité, plus réduit qu'un logement, et rassurer aussi, apporter un peu ce côté rassurant pour les jeunes apprentis, pour les parents, avec l'éloignement géographique qu'ils peuvent avoir. Donc, ça permet finalement d'avoir cette double réponse que j'évoquais tout à l'heure, hein, ce problème d'inadaptation des fois. On évoquait la question des trajets, mais on a aussi en territoire rural, et on constate partout sur les Pays de la Loire, le fait qu'on a des personnes, on a des personnes qui ont beaucoup de véhicules à leur domicile. On a aussi le phénomène de personnes qui vivent seules ou en couple dans des maisons qui ont un nombre de pièces bien plus supérieur que leurs besoins effectifs, du fait du départ des enfants aussi, et d'une famille et d'une structure familiale aussi qui est probablement réduite. Donc, ça permet de répondre à la question du coût pour l'un et pour l'autre. On peut avoir aussi la réponse qu'on a pas mal développée avec des aides notamment de la part de la région, qui sont souvent combinées avec celles du département, qui permettent en fait aux communes, soit qui sont déjà propriétaires de bâtiments, soit qui en font l'acquisition, de les rénover pour en faire des locatifs de taille adaptée, là aussi, donc plus réduite, c'est plutôt des studios, pour des jeunes apprentis, et du coup, qui ont été rénovés aux normes énergétiques et qui permettent aussi d'apporter un confort matériel, là aussi, pour les jeunes qui viennent sur le territoire. L'idée, hein, on est toujours dans ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, à savoir l'idée de rester attractif. On a cette double notion, maintenir des populations sur les territoires, mais potentiellement, notamment sur l'apprentissage, et c'est ce qu'on constate notamment, y compris sur des zones qui sont assez excentrées par rapport à Laval, qui sont sur le nord du département, des apprentis qui n'hésitent pas à se déplacer parce qu'ils ont une offre de logement qui est adaptée, qui ne va pas non plus être un gouffre aussi budgétaire pour eux, parce que c'est une passoire thermique. Il y a aussi cet élément-là qui est assez important, et qui permet, pourquoi pas, de faire découvrir un territoire à des jeunes, et possiblement de pouvoir y rester pour s'y installer. Donc l'idée, elle est là aussi, hein, c'est d'avoir toujours cette espèce de double axe. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, un peu une sorte de mobilité inversée qui peut être proposée, qui est celle, en fait, des tiers-lieux, qui, à l'inverse, va faire que la personne ne va pas se déplacer pour aller sur son site de travail directement, mais va rester en proximité presque immédiate sur un site où on lui permet d'avoir un équipement fibré, parce qu'on a l'avantage sur le département de la Mayenne, mais pas que, mais en Pays de la Loire, de couverture qui est relativement important, mais aussi bien la Sarthe que la Mayenne ont lancé depuis très longtemps le fibrage de leur département, donc pour le rendre aussi attractif. Et donc, c'est vrai que la possibilité de travailler sur un site mutualisé en proximité peut être aussi une solution pour maintenir des populations ou faire venir, là aussi, du public, pour le coup urbain, que décrivait tout à l'heure M. Breton, qui n'a plus envie effectivement de se déplacer avec des temps de trajet très importants, et qui peut avoir cette proposition-là sur un territoire rural avec un coût de l'immobilier qui reste plus réduit, et un confort et une qualité de vie qui est complètement différent d'un monde urbain. Donc, on a, je dirais, on essaye de développer toutes ces cartes-là
pour rendre les choses un peu plus attractives. On peut proposer, on a le cas, parce qu'on évoquait tout à l'heure la question de l'acquisition. Donc, on a un territoire qui a connu il y a 2-3 ans une fermeture d'entreprise et qui a donc subi cette difficulté-là et qui voit aujourd'hui revenir une autre entreprise qui va reproposer pour l'instant 150 emplois, sachant qu'il y en avait plus de 250 qui avaient été arrêtés du fait de la fermeture de l'entreprise. Et donc, ce que propose l'intercommunalité, là aussi avec un accompagnement de la région, c'est de dire, voilà, on a des jeunes qui ont besoin d'aller chez leur maître d'apprentissage, qui n'ont pas de moyens de déplacement, et là, pour le coup, la distance demeure. Mais on n'est pas sur forcément, là, ce que vous évoquiez, pas forcément des trop grandes distances, mais 10-15 km, ça peut vite être pénalisant malgré tout. Et des fois même 5 km, quand vous commencez très tôt, ça peut être un vrai problème par rapport aux horaires de travail et à une offre de transport. Pour des personnes qui n'ont pas le permis de conduire, c'est de proposer des véhicules, alors des scooters électriques qui sont loués à un prix, qui vont être loués à un prix modique par l'intercommunalité. Donc prêter plusieurs mois, le temps que le jeune puisse commencer son apprentissage, se financer, pourquoi pas le BSR, et du coup avoir un coût relativement réduit de ses frais de transport. Ça va être l'allocation des petites amies de chez Citroën, qui sont des véhicules électriques pour les 14 ans et plus, donc sans permis, électriques, donc qui pourront servir pour des jeunes, mais aussi pour des personnes qui reprennent une activité professionnelle qui étaient éloignées de l'emploi et qui du coup vont pouvoir avoir une distance un peu plus importante entre guillemets et être abrités par rapport à un scooter. Et ils vont également proposer un véhicule plus spacieux, mais là pour permettre des déplacements, pour aller sur des sites de formation sur le Mans ou en périphérie du Mans, et en sachant que c'est un territoire qui a une quarantaine de kilomètres. Donc, permettre ces déplacements-là pour avoir finalement une réponse assez variée et permettre ou un retour à l'emploi ou un premier accès à l'emploi. Ça peut être aussi des options qui sont proposées en mêlant effectivement une mobilité plus raisonnée en termes de consommation et d'impact énergétique et un coût pour l'utilisateur qui reste relativement mesuré. Merci beaucoup. On va rester avec vous, Madame Chantonog. J'excuse Monsieur Grange qui ne pourra finalement pas être avec nous lors de ce séminaire. Donc, on souhaitait parler d'une expérimentation qui a lieu actuellement en Vendée sur un dispositif qui cherche à régler le problème du foncier indisponible. Je rappellerai tout simplement que Podelia, donc, qui met en place cette expérimentation, est une filiale d'Action Logement. Et rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Action Logement, l'objectif du groupe, c'est de manière générale de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Et ce groupe gère notamment la participation des employeurs à l'effort de construction qui est versé par les entreprises, dans le but d'une part d'accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, à l'aide notamment de services et d'aides financières, et puis d'autre part de construire et de financer des logements sociaux, tout en contribuant aux enjeux d'écohabitat et de mixité sociale. Et Podelia gère un parc locatif de logements. Et je vous laisse la parole pour nous parler de ce dispositif qui s'appelle Habiflex et qui est en train d'être expérimenté sur le territoire vendéen. Alors effectivement, Habiflex, il a pour objectif, en fait, c'est vraiment très innovant, hein, de trouver une solution à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à la question de l'inadéquation de entre l'offre de logement du territoire et les besoins des personnes qui vivent sur le territoire ou qui doivent venir travailler en proximité sur le territoire.
Donc, on est sur un concept d'habitat flexible pour un accès au logement de nouveaux salariés dans un temps assez resserré et enfin, avec la question d'une certaine rapidité entre la, comment dire, le fait d'avoir constaté le besoin et le fait d'arriver à avoir la réponse en termes de logement. Donc en fait, ce sont des logements qui sont déplaçables, hein, qui sont rapidement mis en œuvre, mais ce ne sont pas, pour décrire la chose, c'est ça qui est particulier, ce ne sont pas des équivalents des Algeco ou des modulaires, c'est vraiment de l'habitat classique, on va dire avec des parois classiques, qui ressemblent tout à fait à une maison de, si on voit la photo, on ne fait pas la différence avec un bâti normal. Ils sont construits sur des territoires provisoires dans l'attente d'un projet un peu plus définitif qui permettra de redéplacer ce logement-là sur le site définitif d'un type lotissement. Donc, en fait, on va être sur un format de T3, parce que là, on est quand même sur l'idée que ce sont des personnes qui se déplacent, qui viennent avec potentiellement des personnes qui sont déjà en couple avec possibilité d'enfants, donc qui répondent en gros hein, aux besoins aussi du territoire, hein, c'est ce qui a été aussi constaté. Donc, ce sont des habitats qui vont se construire en un temps assez court, puisque le processus entre études comprises, choix du projet, livraison, il est de 14 mois. Donc, on est vraiment sur une réponse qui est relativement rapide par rapport au constat qu'on peut faire, y compris quand on est sur de la rénovation, hein, qui peuvent des fois prendre beaucoup plus de temps pour des communes, le temps de lancer l'opération, d'avoir des travaux de déconstruction, de dépollution et de réhabilitation. Donc, on est finalement sur un temps assez court, en sachant qu'en plus, ce dispositif utilise des matériaux biosourcés et les performances thermiques des domiciles sont conformes à la RT 2000. Enfin, pardon. Donc, du coup, on est sur quelque chose qui est modulable. Il faut par contre, il y a une charge hein, pour la collectivité, enfin pour la commune, qui va devoir en fait assumer la mise en réseau, parce qu'il faut même si sur un territoire, sur un terrain pardon provisoire, il faut quand même créer les réseaux d'assainissement notamment, de raccordement à l'eau et électrique. Les coûts restent, cela dit, assez mesurés pour les collectivités. On est sur 20 000 euros pour, là, typiquement, l'expérimentation qui est menée sur la Vendée, on était sur 20 logements. Ce qui reste, somme toute, assez mesuré pour une réponse réactive. Donc, une fois qu'ils sont posés sur ces territoires sur ces terrains provisoires, pardon, ils sont occupés. On est sur des logements avec un niveau de salaire, avec des systèmes de bail classique, hein, avec, une fois que le bail est terminé, les maisons sont déplaçables, alors pas démontables en soi, mais déplaçables. Donc il faut savoir que sur le premier sur la première, sur la partie provisoire, on va dire, la construction n'est pas prévue avec une toiture classique, elle est sur un toit plat pour éviter les problèmes de mouvement quand on va la remanipuler pour la redéposer sur le site définitif. Et du coup, on est sur des loyers qui sont des logements sur des montants de loyers sociaux, avec du coup une réponse d'habitat qui ne fait pas l'idée d'être logé dans l'équivalent d'un camping, de logements qui sont réellement provisoires. Voilà. Donc là aussi, c'est une première expérimentation. Que là, ils sont en cours de finalisation là, sur le territoire sur Vendée, nord-est vendéen, que c'est construit. Avec ensuite, on verra le retour qui sera fait à l'usage. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet, et là je vois, on a cette difficulté-là sur les recrutements, sur une entreprise qui peut recruter 150 personnes, sur des territoires ruraux, on a le problème de la réactivité entre le moment où on a l'annonce, l'état des lieux réel et effectif de l'offre de logement et
gisement exploitable ou non, parce qu'on peut avoir un gisement qui est exploitable immédiatement, mais d'autres qui, pour le coup, ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup, le risque que l'entreprise ne puisse pas arriver à recruter en tant que telle, parce que, effectivement, ce qu'on évoquait, hein, les deux sont mobilité et logement restent effectivement intimement mêlés. Oui, en plus à ça, on peut ajouter aussi les délais si par exemple l'entreprise cherche à agrandir son site de production et qu'elle doit aussi de son côté avoir l'autorisation des différentes administrations pour agrandir son site. Donc si on combine l'ensemble de ces freins-là, ça devient très compliqué de réindustrialiser. Une question d'un des participants. Pourquoi construire au lieu de réhabiliter l'existant? Est-il bien raisonnable de créer de nouveaux lotissements avec donc des doubles réseaux Alors, puisque c'est du provisoire? c'est pas vraiment une création de lotissement, hein, on est d'accord. C'est une situation qui est provisoire pour répondre entre guillemets, à l'urgence du besoin de l'entreprise. L'idée étant de permettre par la suite de répondre à des besoins non couverts en termes de logement. Mais ce que j'indiquais, hein, ça ne vient pas faire concurrence à la problématique de la réhabilitation, soit de dents creuses, soit de logements déjà existants que l'on accompagne en termes de réhabilitation. Mais je dirais que c'est bien complémentaire parce qu'effectivement, les délais, typiquement, moi j'ai le cas sur le Nord Mayenne d'une entreprise qui existait déjà, qui a créé en fait une sorte d'antenne qui était en Ille-et-Vilaine et qui est venue créer une antenne de son entreprise avec 150 emplois sur une commune qui fait moins de 2000 habitants. Et on finance, on accompagne de la réhabilitation de logements qui étaient dans un état nécessitant une forte réhabilitation énergétique. Sauf qu'aujourd'hui, l'entreprise a ouvert et les travaux commencent à peine. Donc, la difficulté, elle est toujours dans la synchronisation et dans la temporalité que l'on a entre le moment où l'entreprise formule son projet et dit je lance l'ouverture, l'extension de mon entreprise, et l'entreprise s'est montée de toutes pièces, hein, pour tout dire, mais pour autant, les logements sont en cours de réhabilitation. Voilà. Donc, c'est pas la réponse à tout, c'est peut-être pas la panacée. Toujours est-il que ça permet de résoudre une partie d'un problème, parce que sinon, vous voyez, on a notre territoire en Sarthe où on va utiliser des mobil-homes dans un camping. Voyez, enfin, à un moment donné, on essaye de trouver, mais ça reste toujours du bricolage. Donc là, l'idée, c'était aussi de dire à un moment donné, on a une problématique de besoins urgents. Cette expérimentation-là répond pleinement à la notion d'urgence et en plus permettra d'apporter une réponse définitive à une offre de logement sur un autre territoire. Elle restera peut-être pas sur le territoire vendéen. Voilà. Donc l'idée, elle est là, mais encore une fois, hein, on est sur de l'expérimentation. Et une autre question, pour cet habitat flexible, comment l'accès aux services publics type école, santé est pris en compte? Alors, excusez-moi. Ah, pardon, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Une autre question d'un participant, comment, pardon, pour cet habitat flexible, l'accès aux services publics type école, santé est pris en compte? Ils sont situés sur une commune qui a déjà une offre de services existante, hein. L'idée, c'est pas, il faut être cohérent. On essaye de résoudre la problématique de la mobilité. Donc, effectivement, si c'est pour aller installer les personnes en secteur complètement isolé, il n'y a aucun sens, hein. On est vraiment sur une réponse en proximité de service, en proximité de l'entreprise, pour autant sur un terrain qui n'a pas vocation à rester forcément urbanisé. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, tout à l'heure, on a commencé à aborder le thème de la transition écologique. On va y venir à présent. On va rester avec vous si vous le voulez bien.
Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre Oui, dispositif qui existe sur votre territoire et qui s'appelle Mobiléthique? oui, alors c'est une expérimentation qui a été lancée en lien avec l'État, avec l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et le CEREMA, qui concerne 18 zones d'activité. Alors, des zones d'activité qui sont en milieu rural ou en zone périurbaine. Pour notre part, sur la Mayenne et la Sarthe, on a uniquement des zones d'activité qui sont en milieu rural et qui viennent répondre en fait à la problématique, parce que tout à l'heure, quand on évoquait la question des anciennes lignes de TER, il y a quand même le fait qu'on oublie souvent qu'en milieu rural, on a des lignes de bus régulières, que nous, on appelle lignes express au niveau de la région, et qui constituent une colonne vertébrale, on va dire, qui couvre en fait les gros axes des départements. La problématique étant souvent le dernier kilomètre entre le lieu de dépose du bus ou d'une aire de covoiturage et le site exact de l'entreprise, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein. Effectivement, la zone d'activité peut être des fois relativement excentrée par rapport aux zones de passage de transport et de voies de desserte relativement conséquentes. Donc, l'idée, elle était de permettre à des salariés qui sont en situation modeste, qui travaillent dans le secteur de l'industrie et qui travaillent surtout donc dans des zones d'activité rurales, de travailler alors en deux phases. Une première phase, c'est la phase un peu de diagnostic, d'étude, et je dirais surtout de sensibilisation et des salariés et des entreprises à cette thématique du déplacement pour venir sur leur zone de travail. Et l'idée, c'est d'arriver à identifier un petit peu les attentes des salariés, que les salariés identifient aussi l'offre déjà existante, parce que on a, pour avoir travaillé sur un certain nombre de territoires d'industrie sur le département, on s'aperçoit qu'il y a aussi souvent un manque d'information sur l'offre de transport qui est proposée et qui existe et qui est accessible pour un certain nombre de salariés, mais qui est méconnue, y compris des fois des chefs d'entreprise, y compris des fois même des élus locaux qui n'ont pas forcément connaissance de tout le panel d'offres qui peut être proposé. Donc l'idée, elle est là, c'est informer, sensibiliser, recenser les besoins et sensibiliser aussi les employeurs au fait qu'ils peuvent être aussi en partie acteurs de l'offre de mobilité qui va être proposée aux salariés, à leurs salariés. Donc, ça, c'est la première phase, la phase d'étude qui va durer, qui est censée durer 6 mois. Alors, là aussi, hein, selon ça, c'était un peu la théorie. Il y a la pratique en tant que telle. Et effectivement, selon les territoires et selon la sensibilisation aussi des chefs d'entreprise et du nombre d'entreprises qui se sont emparées du sujet, je dirais que les délais ont été plus ou moins longs. Pour autant, la deuxième phase va commencer aussi à se mettre en place. Là, c'est plus l'expérimentation de réponses pour voir justement par rapport à ce recensement, à ce diagnostic, ce qui peut finalement être proposé en ayant à cœur toujours de prendre en compte ce que j'évoquais, l'intermodalité. Parce que c'est quand même ça qu'il faut à un moment donné prendre en compte, c'est le fait qu'il n'y a pas que le TER, il y a d'autres possibilités de desserte, mais après, quels sont les liens complémentaires jusqu'à l'entreprise. Donc, pour vous donner un exemple, on a un territoire qui a pas mal avancé, qui est le territoire de Brulon, sur la Sarthe, qui va mettre en place des vélos assistance électrique au sein des entreprises, qui va en affecter quelques-uns à des salariés qui se sont portés, on va dire, volontaires. Il va y avoir des véhicules électriques qui vont être déployés en autopartage, parce que ça peut être aussi une option qui peuvent être portés, parce que ça c'est une solution qu'on a sur un autre territoire, l'autopartage sur le nord du département.
tout en véhicule électrique, et puis des plateformes, la proposition d'une plateforme numérique, puisque là aussi, on peut être facilitateur, notamment au niveau de la région, sur le fait d'inciter ou de permettre, en tout cas financièrement, à l'intercommunalité d'adhérer, de prendre en charge les frais d'adhésion à une plateforme qui est Westgo, qui permet en fait de commencer à déployer là aussi le covoiturage pour les salariés. Voilà un petit peu les… Alors, ce déploiement de solutions, il est censé durer 12 mois, mais là aussi avec un retour d'expérience et une adaptation dans la durée possible. Merci. On nous signale dans la discussion également que certaines entreprises mettent à disposition de leurs employés des trottinettes aussi pour effectuer effectivement les derniers kilomètres entre la gare et le lieu de travail. L'idée, elle est là, elle est qu'à un moment donné, les zones qui ont été choisies sont des zones qui étaient assez stratégiques parce qu'effectivement, on avait, pas en proximité, mais pas très loin, on avait quand même des solutions de transport plus ou moins connues et plus ou moins utilisées par les salariés, mais il restait quand même justement une distance, malgré tout, qui peut être rédhibitoire et qui fait que du coup, la personne elle a recours à l'autosolisme de manière quasi systématique. Mais ça a permis aussi des fois le covoiturage au sein d'une même entreprise. Des fois, les employeurs peuvent permettre aussi de la mise en relation au sein même de leur entreprise entre salariés, et on commence à le voir. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est la situation actuelle du coût des carburants qui a peut-être aussi un peu activé, renforcé ce phénomène-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à être constaté aussi sur les zones d'activité, sur des territoires qui sont ruraux comme les nôtres, effectivement. Merci. André Breteau, donc on le sait, les transports sont la première source, une des premières sources d'émissions de CO2. Selon vous, la route est un moyen de transport très flexible, ouvert aux innovations. Est-ce que, selon vous, la polarisation des modes de mobilité, train de 300 places, par exemple, est contre-productive en matière de transition écologique? Et si oui, pourquoi? Merci, vous m'entendez? Oui? Oui, très bien. Bien, écoutez, autant passer le diagramme là tout de suite. Donc, les transports sont la première source d'émissions de CO2 en France, et bien sûr, c'est la route qui représente plus de 90% du problème. Alors, comment décarboner la route? Quelles sont les options les plus efficaces? Et la route peut-elle être un élément de la réponse, de la solution? J'ai mis sur ce document une analyse de l'enquête nationale transport et déplacement réalisée en 2008 par l'État, France entière, il y en a une tous les 10 ans à peu près, en distinguant 3 classes de distance. À droite, les voyages, tout à fait à gauche, les déplacements du quotidien court que j'ai appelé proximité français, et puis pour les déplacements longs du quotidien, plus de 10 km, c'est les 2 barres du milieu que j'ai coupé en deux parce que l'Île-de-France avec le RER et le Transilien est un cas particulier, et la province qui n'a que le TER. Alors, le code de couleur est assez simple. En rouge, vous avez la voiture et les 2 roues motorisées. En orange, les transports collectifs. En gris, les modes actifs. Il y a un autre élément extrêmement important dans cette carte, c'est que j'ai raisonné non pas en nombre de déplacements, mais en kilomètres parcourus. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes que nous avons en France. C'est que beaucoup d'enquêtes qui sont bien faites sont analysées et interprétées en nombre de déplacements. Pour moi, c'est une bonne idée si on s'intéresse à la qualité de vie dans un quartier ou dans une petite ville. Mais si le sujet, c'est le changement climatique et les émissions de CO2, ça n'a aucun sens de raisonner en nombre. On ne peut pas mettre sur le même plan un déplacement en voiture de 30 km et un déplacement en voiture de 3 km. Si le problème, c'est les fins de mois, c'est idiot également. On ne peut pas mettre sur le même plan de déplacements qui ont des longueurs différentes. Donc, il faut déraisonner tant pour le CO2 que pour les fins de mois en voyageurs kilomètres ou en millions de kilomètres parcourus par jour. Voilà, et donc, et d'ailleurs, soit dit en passant, ça permet de mesurer le poids des différents modes de transport. Et donc, j'ai reporté là-dessus ce que ça donnait en émissions de CO2 de la voiture France entière. Donc, vous voyez que la proximité pèse 20%, les voyages 25%, bien que les voyages soient en kilomètres plus importants
comme on est en général 2 ou 3 quand on fait un voyage, en émissions de CO2, ça pèse beaucoup moins que lorsqu'on est en proximité avec une ou 1,5 personnes par voiture. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu les effets d'optique. Et puis on voit bien que les déplacements de plus de 10 km du quotidien, eh bien, ils pèsent 5% à Paris et 50% en province, plus de la moitié. Donc, on voit aussi au passage pourquoi la politique de report modal a échoué. Parce qu'on a tapé sur la proximité avec les métros, les tramways et les BHNS, sur les voyages avec les lignes à grande vitesse, et on n'a pas tapé sur le plus important. Je dois dire que ce document, je l'ai établi pour mon livre, mais depuis le résultat de l'enquête 2018 sont sortis il y a à peine 2 ou 3 mois, et ce que ça donnerait si je les mettais là-dessus, c'est que les voyages ont augmenté de 6%, 6 ou 7%, comme la population. La proximité France a diminué 10% en 10 ans. Et les déplacements longs, tant province qu'Île-de-France, ont augmenté de 20% en 10 ans. Donc en plus, on a investi là où les croissances étaient les plus faibles. Alors je voudrais dire faire quelques remarques là-dessus. La décarbonation, finalement... Ah ben non, laissez le document, s'il vous plaît. Ça permet de voir un petit peu sur quel levier on peut jouer. Il est évident que sur la longue distance, le TGV est une excellente solution. Hein. Il est évident que les trains de nuit, là où ça marche, il faut les mettre, c'est évident, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la proximité, on voit bien ce qui marche, hein, ben c'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs, c'est les tramways, les métros, les BHNS, c'est le vélo. On a besoin d'un système vélo, mais d'un véritable système vélo, et pas de quelques, même des centaines de sections de pistes cyclables qui ne se raccordent pas. Donc, c'est évident. Mais de quoi dispose-t-on? Alors, en région Île-de-France, on a évidemment le RER, le Grand Paris Express. Bon, il y a quand même des problèmes. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bleus quand même. Hein. Mais le problème, c'est la province. Et en province, on voit bien qu'en 2008, on avait 44 millions de déplacements de 23 km. En 2018, c'est 50 millions de déplacements de 24 km chaque jour. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne concerne pas que le périurbain et le rural. Ça concerne toutes les villes moyennes, ça concerne toutes les villes petites, ça concerne Paris. 3 actifs sur 10 à Paris sont dans la barre déplacement long du quotidien. Bien qu'il y ait beaucoup plus d'emplois que d'actifs à Paris, ils vont chercher leur bonheur à 20, 30, 40 km sur le plateau de Saclay, à Roissy, au Technocentre Renault ou je ne sais trop où. Et donc, ça concerne tous les territoires. Alors, les solutions sont différentes selon les cas, mais le problème, il est général. Dans la barre bleue, dans les barres bleues des déplacements longs du quotidien, il y a évidemment beaucoup de travailleurs essentiels, c'est ainsi que l'INSEE les appelle, ceux qui font tourner les métropoles. À Paris, il y en a 900 000, par exemple, qui rentrent tous les jours en RER ou en voiture. Dans une autre étude, on les appelle les invisibles, ceux qui sont en uniforme, qui ne peuvent pas travailler en distanciel. Ou au télétravail. Les essentiels non plus ne peuvent pas travailler en télétravail. Les uniformes, ben, vous avez en gros tout ce qui est la santé, les infirmières, tout ce qui est la sécurité, hein, la police, hein, mais aussi tout ce qui est le nettoyage, hein, l'enlèvement des ordures, etc. Et puis vous avez les précaires dont on parlait tout à l'heure. À chaque fois, les problèmes sont différents, les solutions sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire donc sur ces fameuses sections, ces fameux déplacements longs du quotidien? Bien sûr, il faut jouer sur le TER, c'est évident, ou les lignes de province, mais on voit bien que l'effet est limité. Je suis d'accord avec Sergio quand il dit que les 75% que le véhicule électrique pourrait effectuer, ben, c'est quand même un objectif qu'a retenu le CGEDD et France Stratégie dans la réflexion sur la prospective aux horizons 2040 et 2060 qu'ils ont présenté récemment, mais que c'est difficile à atteindre. Hein. Mais même si on arrive à 75, vous voyez, il va rester 25% quand même. Hein. Et donc, la vraie question, comment décarboner la route sur ces segments-là? J'ai envie d'ajouter d'autres questions. Quand? Quel horizon? Parce qu'on voit bien que l'horizon des ZFE, ce n'est pas le même que l'horizon climatique. Sur les ZFE, il faut aller très vite, c'est dans 3 ans. Et dans le déploiement du véhicule électrique, effectivement, dans 3 ans, on n'aura pas grand-chose. Effectivement, il n'y aura pas de véhicules d'occasion pour les ménages qui fonctionnent uniquement en véhicules d'occasion.
Si je prends les fins de mois, personnellement, je considère que c'est un objectif bloquant. C'est-à-dire ce qui paralyse les politiques publiques actuellement, ce qui fait qu'au lieu de mettre en place des taxes carbone, du péage urbain ou je ne sais trop quoi, on distribue des chèques énergie, c'est parce qu'on a peur. On a peur de mettre en œuvre les outils les plus puissants. Et donc, le problème, c'est cet enjeu d'équité. Et tant qu'on n'aura pas levé cet enjeu d'équité, on n'osera pas mettre en œuvre les outils les plus puissants. Et donc, ce que je constate, c'est que après avoir effectivement proposé des modes très lourds, des TGV, des métros, des véhicules de 300 places, ce qu'on lit, en plus du véhicule électrique, on fait appel à l'ultra-léger, c'est-à-dire on dit le vélo et le covoiturage. Évidemment, il faut mettre du vélo, mais le vélo, ça va taper sur la proximité pour le moment. On ne va pas faire 24 km en vélo avant d'avoir fait tout un réseau d'autoroutes à vélo. Et ça, il y en a pour 10-15 ans. Et une centaine de milliards. Voilà, il ne faut pas rêver quand même. Hein. Des autoroutes à vélo, c'est un réseau qui ne doit couper aucun autre réseau, dénivelé, des voies qui doivent faire au moins 3 mètres de large par sens pour pouvoir doubler un véhicule à l'arrêt ou en panne. Un vélo, ben oui, comme sur les autoroutes. Hein. Voilà, donc c'est le Shift Project de Jean Covici a travaillé là-dessus, c'est un gros boulot. Et il reste le covoiturage, le TER, j'en ai parlé, même si on fait x2, ben, bon, ça ne suffit pas. Le covoiturage, eh bien, il y a des tas d'expérimentations, mais pour le moment, même aux États-Unis, où ils ont des centaines et des centaines de kilomètres, il y a 700 kilomètres de voies réservées à Los Angeles. Eh bien, malgré ça, le covoiturage plafonne. Il y a un plafond de verre pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher. Enfin, ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème des ZFE. Et donc, ce qui est frappant, c'est que en passant de l'ultra-lourd à l'ultra-léger, on est quand même oublié que sur la route, ben, il y a des bus, et sur les autoroutes, ça s'appelle des autocars. Et donc, ce que nous proposons, enfin, ce que je propose effectivement, c'est de jouer aussi la carte de l'autocar. Ça ne suffira pas, mais on peut faire des lignes express d'autocar. On peut aussi utiliser la multimodalité organisée autour de l'autocar. Et c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure au titre de la troisième question, de la dernière question. En gros, nous avons en Europe, outre cet angle mort sur les besoins de mobilité, un autre angle mort qui est sur les solutions. On a négligé les solutions d'autocar sur autoroute, de ligne express, et on a négligé la multimodalité. Si vous voulez, quand on parle de multimodalité en France, très souvent, on se contente de dire, eh bien, sur telle gare, il y a 300 places, un parking voiture de 300 places et 50 places vélo, point. Ce n'est pas ça la multimodalité. La multimodalité à Madrid, sur les pôles multimodaux, c'est des gares routières au niveau zéro avec 30, 40, 50 000 passagers qui arrivent par là chaque jour. C'est au niveau -1 des gares routières pour des autocars avec des trafics qui vont de 20 à 100 000 voyageurs par jour. Et c'est au niveau -3 des stations de métro. C'est ça la multimodalité à Madrid, c'est ça la multimodalité à Singapour, c'est ça la multimodalité en Amérique du Sud et en Corée du Nord, en Corée du Sud. Donc, on a des angles morts, non seulement sur la compréhension des enjeux, non seulement sur les indicateurs, mais aussi sur les solutions, en négligeant le potentiel de la route et de la multimodalité. Merci beaucoup. On va continuer sur les solutions qui peuvent permettre de parvenir à répondre à l'objectif de la décarbonation des transports. Sergio Capitão da Silva, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions pour répondre à cet enjeu de la décarbonation dans les milieux industriels et plus largement professionnels et dans le cadre de vos activités à ID4Car? Est-ce que voilà, il y a des innovations qui sont développées, l'utilisation de matériaux composites pour gagner en légèreté sur les automobiles, les voitures hydrogène. Est-ce que pour vous, tout ça, cela constitue des solutions pour répondre à cette problématique de décarbonation des transports? Enfin, je vais m'inscrire dans ce qu'a dit André, que je suis complètement en face sur la question de la complexité à la fois du problème et des solutions à adopter. Sur les sujets de mobilité, on a un angélisme, entre guillemets, où le tout thermique est une abomination et l'électrique, c'est la solution ultime qui va résoudre tous les problèmes. Or, on voit bien déjà qu'on se dirige, entre guillemets, vers un electric gate. Alors, le terme n'est pas de moi, je crois qu'il est de Nicolas Meillan, je crois qui a participé justement aux travaux de France Stratégie Géo.
mais je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'en fait, les sujets sont plus complexes. Alors, le terme solution me paraît toujours, comme je dis, nous, on explore plein de possibles, entre guillemets, plein de choses qui vont dans la bonne direction. Après, on voit bien que c'est des questions de combinatoire, etc. Par exemple, je vais prendre l'exemple du covoiturage. Aujourd'hui, nous, quand on voit les solutions de covoiturage qu'on a aidé à développer, je vais vous prendre deux exemples. Il y a Klaxit, qui est une des premières sociétés françaises qui fait ça. Aujourd'hui, à Nantes, elle a intégré, entre guillemets, à l'application de transport. Et donc, en fait, quand vous payez votre carte de transport en commun, bah, vous pouvez payer Klaxit en même temps. Donc, fondamentalement, l'offre de covoiturage, elle est pluguée directement à l'offre de transport. Ça, je trouve que ça va dans le bon sens parce que André parlait des étages, entre guillemets, moi, ce que j'appelle du hard, les aménagements hard avec les métros, les autocars, les bus, etc. Dans le soft, entre guillemets, dans le logiciel, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut 37 000 applications. Je ne peux pas partir de chez moi avec la même application, payer mon ticket de métro RATP à Paris quand je pars de Rennes, où là, moi, j'ai le Star qui est Keolis, dans lequel je démarre avec un bus et auquel je me rends à la gare avec un billet SNCF. Tout ça me nécessite, entre guillemets, on est loin du multimodal. Il y a des freins à la fois hard et soft. Et aujourd'hui, clairement, on a pas mal de choses là-dessus. Aujourd'hui, de gens qui essaient de, entre guillemets, éviter cet effet silo où il y a une solution propriétaire et de réfléchir en écosystème ou en combinatoire. Et en ça, vous appelez la fabrique. Il y a la fabrique des mobilités avec qui on travaille pas mal sur cette logique d'open source, de commun. Et on pense que voilà, sur les différentes solutions, par exemple, de covoiturage, il y a des freins qui sont ceux déjà culturels. Partager un espace fermé avec des personnes qu'on ne connaît pas, il y a quand même un certain nombre de freins. Alors, on le fait bien sur Blablacar, où on a vu le sujet se développer, beaucoup chez les jeunes d'ailleurs, plus que chez les seniors. Et après, ça a gagné. Donc, on voit bien que les plafonds de verre peuvent être, entre guillemets, cassés, mais ça demande du temps. Le temps de la mobilité, des changements de comportement de mobilité, c'est un temps long, entre guillemets. C'est comme l'aménagement, les infrastructures. Les gens veulent tout de suite, alors qu'on est sur des temps très longs. Et donc, c'est vrai que les solutions sur lesquelles on travaille, souvent on dit, bah ouais, vous avez plein d'exemples super sympas, mais elles sont où, quoi? Ah oui, mais effectivement, il y a des aspects réglementaires, des aspects culturels, et tout ça prend beaucoup de temps. C'est pareil on parle d'autres solutions, sur les solutions numériques. On travaille avec des entreprises comme Ecov qui sont aussi sur cette logique-là de covoiturage. Alors, eux qui veulent utiliser le véhicule comme étant une sorte de bus, puisque l'idée étant de faire des arrêts, un peu comme on faisait d'autostop, mais des autostops un peu réglementés, où on a une station de covoiturage et en fait, on peut dire qu'on est intéressé par une solution de covoit et sur des axes structurants. Donc, ils ont des expérimentations à Paris et dans d'autres régions françaises. Et c'est une solution qui a le vent en poupe. Tout à l'heure, on parlait des sujets de mobilité. Il y a la première employée de Blablacar qui est partie monter sa boîte qui s'appelle 1 km à pied. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de travailler avec notamment des grandes entreprises pour essayer de ramener, entre guillemets, les employés qui ont des compétences, on va dire, assez mouvantes, qui peuvent se déplacer. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une grande enseigne de bricolage et qui pouvait avoir un employé qui faisait 30 km pour aller dans un magasin alors que le magasin le plus proche était à 5 km de chez lui. Et pourtant, il aurait pu switcher avec un autre collègue. Et en fait, souvent, il y a une analyse à faire dans des grandes entreprises où finalement, la question de la mobilité des salariés, elle peut être étudiée sous le regard justement de ce prisme mobilité et aménager un temps de transport qui devient compatible. Je reviens à ce que disait André tout à l'heure, le 35 heures plus 10 heures. Le 10 heures, c'est un gain énorme qui ne coûte pas cher à l'employeur si c'est bien l'adresser avec des solutions innovantes. Donc ça, c'est une start-up qui se développe aussi sur ces sujets-là. Après, on passe à la question des solutions un peu plus industrielles, un peu plus hard. Effectivement, la question de quelle typologie de véhicules on adresse sur ce marché de la mobilité en transition. Et là, on voit qu'il y a plusieurs sujets. En rigolant, je dis on voulait le véhicule autonome, on a eu la trottinette, mais on a voulu aussi faire des petits véhicules et ce qui se vend le plus, c'est des SUV. Donc, on a aussi, quelque part, dans la transition énergétique, la question des poids des véhicules qui ont un lien direct avec le poids des batteries qu'on embarque, qui elles-mêmes ont un poids énergétique et écologique. Et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est cette notion de véhicule intermédiaire que je reprends à mon compte et que je dis un peu différemment d'André, c'est finalement des véhicules légers, alors qu'ils peuvent être effectivement des vélos, assistance électrique, autres, qui sont des vraies solutions même sur des transports longs, parce qu'aujourd'hui, la problématique de faire
c'est 3, 4, 5 kilomètres d'une gare à l'autre, etc. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec un vélo, mais le problème, c'est toujours pareil de l'aménagement. Si dans le train, on ne peut pas mettre son vélo, parce que le problème aussi, c'est que si tout le monde commence à faire ces solutions-là, il n'y a plus de place disponible à la fois dans les gares. On peut plus mettre, si on prend son vélo particulier, il faut monter dans le train avec. Et là, c'est pareil. Nous, par exemple, je suis pas sous contrôle de Dominique, mais en région Pays de la Loire, ça devient un vrai sujet que d'avoir des TER dans lesquels on peut monter avec ses vélos. Ça a une vraie problématique parce que c'est vraiment une solution de mobilité sur des villes de taille intermédiaire qui ont un bon réseau ferroviaire, mais qui ont par contre des problématiques effectivement de distance intermédiaire de 3, 4, 5 km auxquelles le transport en commun n'est plus réellement une solution. Donc là, on a des vrais sujets et ça aujourd'hui, sur ces sujets de micromobilité, de véhicules intermédiaires, on a des vraies innovations à faire pour couvrir ce champ-là. Et on va dire ça comme ça, adapter le véhicule à la réalité de ce qu'il doit transporter. Alors, si je suis une seule personne, aujourd'hui, avoir un véhicule de 2,5 tonnes est une gabegie écologique, énergétique absolue. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc là, on travaille sur toute la gamme à la fois des véhicules légers, des véhicules intermédiaires et des matériaux qui le composent, qui peuvent être composites, aluminium et autres. Tout ça aussi dans une logique, entre guillemets, de circularité, parce qu'on se rend compte que même dans les meilleures solutions, il peut y avoir des vrais problèmes. Et donc, il faut aussi intégrer ces externalités positives ou négatives à toute conception. C'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions qui ne sont pas très jolies d'un point de vue idéologique comme ça. Après, quand on fait son analyse de cycle de vie, il y a quelquefois des solutions. Un bon moteur thermique dans des zones qui ont peu de densité, c'est intéressant parce qu'aller mettre une borne de recharge avec un réseau, etc., peut poser problème. Donc, la question, c'est un peu cette personnalisation à des contextes très différents les uns des autres, sur lesquels il ne faut pas arriver, entre guillemets, avec un char d'assaut pour résoudre un problème qui est une petite vis de 3 microns. Donc, on a cette problématique d'adaptation sur les solutions. Et j'ai tendance à dire que souvent, on l'imagine par le biais de la technologie. Il faut qu'on soit très vigilant à ça. Aujourd'hui, le sujet de la mobilité, c'est souvent de la sagesse, à bien poser le problème. Et les solutions, la plupart du temps, on les a déjà. Il y a une question de mise en œuvre parce que le sujet est complexe et donc c'est souvent des solutions qu'il faut agencer dans une architecture complexe. Et ça, c'est souvent là où notre système a été très efficace pour créer des grandes verticales, là où aujourd'hui, il y a une logique écosystème et réseau qui nécessite des collaborations un petit peu nouvelles, un petit peu différentes et sur lesquelles il faut repenser le lien entre tous ces sujets-là. Et je termine sur un dernier exemple, moi que j'aime bien, qui s'appelle GazelTech, qui est un de nos adhérents, qui est du côté de Bordeaux. Et en fait, lui, son objectif, c'est de faire un véhicule qui fait moins de 500 kg, mais qui est donc un véhicule électrique de moins de 500 kg, qui a la taille quasiment d'un SUV pour transporter des familles ou de la marchandise. Et sa logique, c'est de mettre des micro-usines et que la fabrication et la maintenance de ces véhicules se fassent par territoire. Donc, il y a aussi une logique à la fois d'allègement de solutions de véhicules intermédiaires légers et en même temps, de l'autre côté, une solution industrielle qui vient, entre guillemets, recréer de l'industrie là où il y en a un peu moins sur certains territoires. Donc, voilà, c'était juste pour boucler la boucle entre mobilité et industrie sur cet exemple-là. Merci beaucoup. Ça va faire le lien avec le dernier thème qu'on souhaitait aborder lors de ce séminaire, à savoir le rôle des politiques publiques, parce que vous venez de le dire, hein, et c'est une des conclusions à laquelle on parvient dès lors qu'on étudie une thématique dans le cadre de cet observatoire des territoires d'industrie, à savoir qu'on a des problématiques qui sont propres à chaque territoire. Donc, imaginez une solution, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais clé en main, qui s'appliquerait à tous les territoires. C'est peut-être pas forcément la solution, il faut effectivement personnaliser. Et un des points qui a été soulevé, un des points positifs qui a été soulevé dans le cadre de la mise en place du programme territoire d'industrie, c'était que c'était un programme qui était bottom-up, à savoir qui partait des besoins des territoires. Et effectivement, on a ce besoin finalement de faire des politiques territorialisées et qui s'adaptent aux problématiques qui soient propres à chaque territoire. Et ça, il me semble que c'est une conclusion à laquelle on arrive très, très souvent lors de ces séminaires. Du coup, je vais continuer sur ce programme territoire d'industrie et m'adresser à Dominique Chantonog. Donc, il y a
plusieurs territoires labellisés territoires d'industrie dans les Pays de la Loire. Un des enjeux du programme territoire d'industrie, outre l'attractivité, c'est celui de la simplification administrative. On a eu l'occasion d'aborder ce point-là déjà un petit peu auparavant, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de situations dans lesquelles la lourdeur administrative dans le domaine des mobilités et du logement a été un frein? Parce que encore une fois, vous parliez précédemment de complexité. Il y a une complexité parce qu'aussi tous les enjeux autour de la mobilité, de la transition se combinent avec d'autres enjeux qui fait que voilà, on a des enjeux qui sont extrêmement enchevêtrés les uns avec les autres. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué. Alors, ça concerne plus le volet logement avec tout ce qui est effectivement autorisation d'urbanisme et réponse en termes de logement avec des solutions plus souples. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'Habiflex, qui est de l'habitat, on va dire, pérenne, voire semi-pérenne. Mais on peut avoir aussi une réponse en termes de logement pour des besoins ponctuels d'entreprises ou d'activités qui sont peut-être moins sur le secteur industriel, qui sont plus sur le secteur agricole avec des emplois plus saisonniers ou aussi, pourquoi pas, sur des problématiques liées à des activités touristiques. C'est la question notamment des tiny house pour lesquels on a sur plusieurs territoires, un sud Mayenne et l'autre du coup plus dans le Segréen. On a les entreprises qui les fabriquent, on a les besoins des entreprises qui sont des fois ponctuels, mais on s'est heurté, et les employeurs particulièrement, à la difficulté de bénéficier des autorisations pour pouvoir installer ce type de construction-là, qui se retrouve régi finalement par un système classique d'autorisation d'urbanisme, alors que là aussi, on a la problématique de la réactivité et de la souplesse. Voilà. Donc, il peut arriver qu'à certains moments, on peut arriver à expérimenter sur certains territoires. À un moment donné, on peut aussi se confronter à des écueils d'une réglementation qui manque parfois de souplesse par rapport à la réactivité qui est demandée, notamment par les entreprises. Hein. C'est souvent ça. Et c'est vrai que je dirais que le temps de l'administration n'est pas forcément toujours celui du temps de l'entreprise. Et c'est ce qui peut des fois créer aussi cet achoppement. Et c'est l'intérêt de territoire d'industrie, c'est justement déjà de mettre les personnes en présence autour de la table et essayer de trouver des solutions un peu palliatives. Mais voilà, là-dessus, les choses n'ont pas trop évolué sur notamment cette question-là. Mais Habiflex a été une réponse où effectivement on a pu trouver par le biais de l'expérimentation. Voilà. Alors l'idée c'est après de voir comment ces expérimentations peuvent être plus durables et intégrées à la réglementation de manière plus pérenne. Merci beaucoup. Sergio Capitao da Silva, quels pourraient être selon vous les leviers d'action pour développer davantage la filière mobilité en France? Je vais le résumer comme ça. Il y a deux choses. Il y a la partie architecte, où finalement on l'a vu avec la LOM, la loi d'orientation mobilité, on le voit au niveau local, etc. Il y a clairement un rôle de la puissance publique à créer une architecture qui favorise un peu cette notion de multimodal qu'André citait dans son propos, d'intermodalité, de mobilité sans couture, bref, appelons ça comme on veut, mais je veux dire, tant qu'on réfléchira dans une logique de filière, la filière transport en commun, la filière automobile, la filière numérique, tant qu'on aura cette réflexion-là, on aura, entre guillemets, sans doute du mal à sortir de ces plafonds de verre qu'on exprimait tout à l'heure, où en gros on va optimiser le seuil de ce qu'on a déjà, mais on va peu transformer le système qui est face à nous. Et vu les enjeux, André le disait, même si on a des idées réglementaires, comme on sait bien les faire en France pour interdire ou limiter, on voit bien que là, on commence à toucher du doigt la limite de l'exercice, puisqu'on arrive à mettre les gens dans la rue pour quelques centimes d'euros sur des sujets liés à du carburant. Donc déjà, la notion d'architecte, elle est, à mon sens, extrêmement importante et elle a plein de composantes. Ça peut être sur
désiloter, avoir un plan qui intègre à la fois une vision automobile, transport en commun, vélo, aménagement, et d'avoir ça dans un même pipe, parce qu'aujourd'hui, le fait de les imaginer ou de les structurer mentalement suivant des colonnes, enfin des silos particuliers, fait qu'on peut avoir des injonctions contradictoires sur un certain nombre de plans qui peuvent étonner lorsqu'on est un peu dans le sujet. Donc ça, le rôle d'architecte est extrêmement important. Et ça va jusqu'au financement qui va derrière, etc. Le deuxième sujet, c'est la partie réglementaire. Aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent exister, mais on a bon nombre de jeunes entreprises, de start-up, de PME, qui sont face à un mur réglementaire qui a été construit pour mettre des barrières à l'entrée vis-à-vis de nouveaux entrants qui permettaient, entre guillemets, de garder une forme de souveraineté sur nos industries, ce qui est une bonne chose. Par contre, on sait que c'est aussi un bloquant pour développer des solutions innovantes. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, mais on travaille avec des entreprises qui sont capables de rajouter un petit auxiliaire électrique qui peut permettre à un véhicule thermique d'occasion de 10 ans de rentrer dans une ZFE sans polluer, puisqu'il y aura l'auxiliaire électrique qui prendra le relais. Ce petit auxiliaire, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, il est pas, on a une difficulté, il n'y a pas de texte pour réglementer ça. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions très court terme qu'on peut mettre en œuvre, mais c'est vrai aussi sur des sujets industriels qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on a des points bloquants pour permettre le développement de ces solutions-là, qui sont clairement liées à un schéma de pensée qu'on avait pour protéger et entre guillemets à la fois les usagers et à la fois nos industries. Encore une fois, c'était une très bonne chose, mais on doit changer de logiciel sur cette dimension-là. Parce qu'aujourd'hui, le timing qui est face à nous va nécessiter qu'on transforme déjà l'existant. Parce que le véhicule électrique, avant qu'on ait le remplacement de tout le parc roulant, je rappelle quelques chiffres, le parc roulant en France, c'est plus de 35 millions de véhicules thermiques qui roulent aujourd'hui en France. On en vend un peu moins de 2 millions en ce moment par an, 9. Ça vous laisse, je vous laisse faire le calcul, mais on a plus d'une dizaine d'années avant d'arriver à avoir le début d'un renouvellement de parc conséquent. Donc, qu'est-ce qu'on fait des véhicules actuels? Donc, on voit bien que sur la partie de la politique publique et des solutions à mettre en œuvre, aujourd'hui, on freine plus les innovateurs sur ces questions-là, qu'on devrait les encourager, parce que notre vrai sujet, si on nous dit que le problème il est dans 10 ans, parce qu'on doit commencer à freiner maintenant, c'est sur le parc de véhicules aujourd'hui qu'il faut agir. Parce que comme le disait André, au mieux des cas, ça sera 75% de véhicules motorisés qui seront la solution de demain. Déjà, agissons sur ce qui roule aujourd'hui. Et là, le réglementaire joue un grand rôle sur le développement des solutions. Voilà, j'en finis là, mais c'était pour donner une perspective sur la question. André Breteau, finalement, je vais vous poser la même question. Quels sont les leviers d'action en termes de politique des transports? Bon, le véhicule tout d'abord, le véhicule électrique, ce qui est bien, c'est que l'Europe a fait un choix, l'industrie automobile est en ordre de marche, donc on sait en gros où il faut aller. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée, mais il y a quand même un petit mais sur le déploiement des bornes électriques rapides, ultra rapides. Si vous voulez, il y a beaucoup de ménages qui ont, enfin un certain nombre de ménages qui ont 2 voitures, et donc actuellement, ils n'hésitent pas à passer à l'électrique pour la voiture qui fait des courtes distances, et pour le reste, ils vont voir peut-être. Mais les ménages qui n'ont qu'une voiture pour faire à la fois de la courte distance et une fois de temps en temps 500 km, on sent bien que si on veut qu'ils basculent, ceux qui en ont les moyens en tout cas, il faut qu'ils soient assurés que lorsqu'ils iront prendre de l'essence un jour de grand départ, le 14 juillet ou la veille du 14 juillet, dans une station sur autoroute, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils n'auront pas 3 véhicules devant eux à la borne d'essence. Pourquoi? Parce que 3 véhicules sur une borne de carburant thermique, c'est 10 minutes. 3 véhicules devant nous en véhicule électrique, c'est 1 heure. Et donc, le dimensionnement de ces stations pour faire face au grand départ suppose d'aller jusqu'à 50-60 bornes à recharge ultra rapide, 350 kV. Et la puissance électrique, ça s'appelle une puissance électrique qui est la même que celle de l'aéroport d'Orly. Donc, si on veut aller dans cette direction, il faut y aller très vite, parce que les lignes électriques, il faut que quelqu'un les tende et les finance. Voilà, donc ça c'est un petit mot sur le véhicule électrique. Alors ensuite, les enjeux, on l'a dit plusieurs fois,
On a le climat, bien sûr, mais on a aussi l'équité, qui pour moi est un enjeu majeur, et les ZFE, l'accès aux ZFE, qui est à court terme. Alors, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est le chemin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats au sein des Français sur l'objectif 2050. Mais je crois que ce que beaucoup d'entre nous attendent, c'est « so what ?» Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ils attendent le plan d'action. On n'a plus de commissariat au plan, mais ils voudraient savoir par quel bout on prend le problème. Et on avait mené une réflexion sur le futur des voies rapides en région Île-de-France en 2018-2019, à la demande de la ville de Paris, de la région, du préfet de région. C'était des architectes qui répondaient, on faisait partie d'une équipe, et on s'est aperçu qu'après avoir réuni beaucoup d'acteurs du véhicule autonome, le véhicule électrique, l'urbanisme, les économistes, qui chacun amenait des solutions qui marchaient à l'horizon 2050, on ne savait pas, quand on leur disait « so what, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ?» il n'y avait plus personne. Donc ce qui était le plus important, c'était le chemin. Et donc ce qu'on avait proposé à l'époque pour la région parisienne, ça consistait à dire, eh bien, la première phase, à très vite, en 3 ou 4 ans, il faudrait viser un objectif politique qui serait celui de l'inclusion sociale par le service, en offrant une alternative aux 300 000 automobilistes qui font 40 km pour aller dans la zone centrale de la région parisienne. Une fois qu'on avait levé cette inclusion, cet objectif d'inclusion sociale, on se disait il faut créer un transport collectif désirable. Ça voulait dire qu'on faisait 700 km de voies réservées sur lesquelles on mettait des flottes de navettes qui avaient vocation à devenir autonomes un jour et sur lesquelles on était assis, Wi-Fi, ceinture de sécurité, etc. Air conditionné, etc. Et puis, la dernière étape, c'était une étape de régulation, taxe carbone, péage urbain, et de récupération de la moitié des voies du périphérique, de la 86 et des autoroutes A1, A6, A10, pour que les urbanistes puissent faire des voies vertes. Donc, vous voyez, le chemin est important, parce que les leviers qui sont à nos dispositions, il faut les classer en fonction de leur degré de maturité ou d'acceptabilité sociale. Le péage urbain n'est pas acceptable, la taxe carbone peut-être pas. La maturité, le covoiturage, il faut continuer à tester, mais la maturité n'est pas encore au rendez-vous. L'échelle de temps, tout ce qui est urbanisme, ben là, c'est plutôt 30 ou 40 ans pour rapprocher les emplois et les logements, si tant est que ce soit souhaitable. Et donc voilà, le chemin est un enjeu important. Et à côté de ça, on a les outils qui ont fait leurs preuves. Et si on regarde un peu à l'échelon mondial, au-delà des frontières, et même en France, on a en France des lignes d'autocar express qui ont fait leurs preuves depuis 25 ans. Je vous propose qu'on vous passe un petit film d'1 minute, si vous en êtes d'accord. Ces lignes, il y en a qui sont en région parisienne, il y en a qui sont à Grenoble depuis une quinzaine d'années. Donc, ça marche dans les grandes capitales. Ça marche aussi pour une métropole comme Grenoble, sur des distances de 30 à 40 km. Voilà, ben, on va la passer. À Longvilliers, à 55 km au sud de Paris, tous ces voyageurs ont choisi de prendre un autocar pour se rendre à leur travail. C'est plus reposant déjà de ne pas être à conduire pendant tout ce temps-là. Si cette ligne d'autocar express attire 2700 usagers chaque jour, c'est parce qu'elle est très rapide, car elle emprunte l'autoroute. Il y a même un arrêt sur le bord de la voie pour prendre d'autres usagers. Une première en Europe. À peu près comme ça tous les jours. Des files d'attente se forment aux heures de pointe pour accéder aux autocars. Un vrai succès. Alors ne serait-il pas souhaitable d'exporter ce modèle ailleurs en France ? L'idée de base, c'est d'enchaîner, c'est de faire du rabattement sur quelques kilomètres pour accéder à un parc relais qui est situé à l'entrée de l'autoroute. Et donc, sur quelques kilomètres, la personne qui a un programme pour la journée, déposer les enfants à l'école ou au retour aller faire des courses, fait ce qu'elle a à faire au titre de son programme. Et quand elle arrive sur l'autoroute, on lui tape sur l'épaule et on lui dit il y a un parking gratuit. Si vous laissez la voiture là, vos 30 derniers kilomètres, vous pouvez les faire en autocar. Et cet autocar, dans le cas de Paris, vous amène au RER de Massy-Palaiseau en un temps record, puisqu'il n'y a pas d'arrêt, ou il y a un seul arrêt sur 30 km. Voilà. Et c'est bien sûr pris en charge par le Pass Navigo.
Alors, c'est une solution qui a été mise en place en 1995, qui a été progressivement enrichie et qui avec des autocars, toutes les 5 minutes, ils sont passés à des cars à 2 étages. À Grenoble, il y a 3 lignes de ce type, certaines sont traversantes. Il y a une ligne de ce type, il y en a aussi entre Aix et Marseille, il y en a à Nice, des vraies lignes donc à vitesse commerciale élevée sur autoroute et avec très peu d'arrêts. Et il y en a une à Albi, 50 000 habitants, venant d'une commune qui s'appelle Saint-Sulpice, 8 000 habitants, et Gaillac, 8 ou 10 000 habitants. Donc ça marche aussi pour des villes moyennes. Donc ça, c'est un retour d'expérience français, plusieurs dizaines d'années, qui est plébiscité par les usagers, mais qui n'a pas été développé pour des raisons diverses. À Madrid, ce modèle-là, il y a 350 lignes qui transportent 800 000 passagers sur 17 km chaque jour. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Il y a un autre modèle qui est intéressant, c'est les voies réservées aux États-Unis. Là, l'objectif est d'encourager l'autopartage, le covoiturage. La ville de la mégalopole de Los Angeles à 700 km de voies réservées. Ils ont commencé en 1973, la première ligne. 700 km, ça forme un réseau continu. Et du coup, ils ont un outil qui leur permet de dire, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait il y a quelques mois, écoutez, si vous avez un véhicule électrique, on vous autorise à prendre les voies réservées, vous ne paierez que la moitié du tarif. Donc, vous voyez que le fait d'avoir des infrastructures adaptées permet des politiques publiques d'encouragement, d'incitation pour aller dans le sens de la décarbonation. Si on n'était pas dans un pays aussi libéral que les États-Unis, on pourrait peut-être mettre sur ce réseau de voies rapides des flottes de navettes autonomes. C'est ce que nous avions proposé, nous, en région Île-de-France. Et enfin, il y a un autre modèle qui est intéressant, c'est Singapour. Alors, certes, Singapour, ce n'est pas l'Europe, mais à Singapour, le chemin qu'ils ont suivi pour supprimer, pour réduire la place de la voiture dans la ville est très intéressant. Et ce chemin s'est étalé sur 30 ans. Voilà ce que je voulais dire. Alors, so what, vous me direz, que peut-on faire à court terme? Moi, je propose un plan d'action immédiate et sans regret. Un plan d'action immédiate, donc en gros, c'est 2-3 ans, parce qu'il y a le feu, hein, parce que les ZFE, dans 3 ans, on va interdire à des millions d'automobilistes d'accéder à 40 métropoles. Et donc, ce plan d'action immédiate consiste à dire, au fond, développons 1 millier de pôles d'échange routiers aux accès sur les autoroutes loin des villes et des métropoles. L'idée de base étant d'incarner pour la France et des territoires quelque chose qui est censé compenser un peu la perte de services publics qu'ils subissent depuis des décennies. Ils ont perdu les cliniques, il faut faire 30 km pour aller à la clinique. Ils ont perdu l'université ou l'école ou je ne sais pas quoi, il faut faire 20 km pour y aller. Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, écoutez, on met à votre disposition des gares, des gares routières, des parcs relais, qui sont ouverts à des lignes d'autocar express, qui sont ouverts à des lignes de covoiturage du type Ecov, Thomas Matagne, qui sont ouverts à du covoiturage informel et pas uniquement au covoiturage organisé. Les lignes d'autocar peuvent être mises en place aux heures de pointe. En heure de creuse, ça peut être des lignes de covoiturage régulières, qui peuvent être ouverts aux initiatives locales, auxquelles on peut accéder, c'est le cas à Grenoble. Alors là, c'est plutôt pour la diffusion à l'aval. Il y a certaines entreprises qui ont mis des box de parking vélo sécurisés où le salarié, quand il arrive sur sa zone commerciale, va vers son box à l'arrêt de bus, il prend son vélo, électrique ou pas, et il fait les derniers kilomètres comme ça. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on propose. Et donc, on propose de créer 1 millier de lignes de ce type, très vite. À Bordeaux, ils en ont créé une en 9 mois. Parce que l'objectif, c'est de lever les obstacles. Et ensuite, d'élargir évidemment ce système-là. Et en parallèle, bien sûr, je disais tout à l'heure, il faut doubler les TER, évidemment. Il faut faire du vélo courte distance dans les villes. Il faut faire du vélo en rabattement, bien évidemment. Mais si on n'adresse pas ce segment des mobilités, à mon avis, on va rester bloqué pendant des années. Merci beaucoup. Une question concernant justement le rôle des pouvoirs publics. Est-ce que le problème ne vient pas principalement de la gouvernance et de la taille du domaine de compétences des autorités organisatrices et de la répartition des finances publiques? Et j'imagine aussi que cette question n'est pas sans lien avec l'annonce du gouvernement et notamment l'absence qui a été parfois soulevée, notamment des transports et du logement. Alors oui, et ce d'autant plus qu'en France, les villes sont petites.
Paris, 86 km² hors bois de Boulogne et de Vincennes, Madrid, 700, Tokyo, 2500. Donc, quand on pense, quand on est l'élu d'une ville de 80-70 km², c'est un cercle de 5 km de rayon. Donc, on pense quelques kilomètres. On va penser proximité, déplacement très court. On ne va pas penser à la grande échelle. Mais même quand on aura, même quand on pense à l'échelle des métropoles, ce n'est pas encore la bonne échelle. Ça fait longtemps que la mobilité nous a glissé entre les doigts et entre nos gouvernances. Oui, il y a un problème de gouvernance. Mais personnellement, j'observe que les lignes que M. Georges Dobias a mises en œuvre en région Île-de-France, il y en a 5 ou 6, il l'a fait en 1995 et la gouvernance n'a pas changé. Les lignes que le département de l'Isère a mises en service à Grenoble, ben, l'AOT de Grenoble était toute petite quand même, et ils l'ont fait il y a 15 ans. La ligne que le département du Tarn a mise en service entre Saint-Sulpice, Gaillac et Albi, ils l'ont fait. Donc j'ai l'impression que le vrai problème est un problème. D'abord, on a des problèmes dans les têtes, et on a un problème d'apprentissage de la coopération. Mettre les gens autour de la table pour trouver des solutions. Alors, je pense d'une part que le processus de la loi, j'ai beaucoup participé aux assises de la mobilité, à la mise en place des textes de la loi LOM, et je suis très déçu par le résultat. Et c'est très long comme processus, on ne va pas refaire des lois tous les 5 ans. Hein. Je n'y crois pas beaucoup, et j'y crois de moins en moins parce qu'on assiste à une accélération des événements. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on ne savait pas ce qui se passe aujourd'hui, y compris une guerre en Europe, hein, soit dit en passant. La crise du Covid, elle n'était pas prévisible. Donc, il y a une accélération des événements, une complexification des sujets, une nécessité de plus en plus accrue d'agilité et de se coordonner, de fabriquer du consensus et de la convergence. Donc voilà, je me dis qu'une nouvelle loi, j'y crois pas beaucoup. Par contre, ce qui est peut-être jouable, c'est des appels à projets impulsés par l'État qui diraient, par exemple, il faut à tout prix adresser ce segment des mobilités. Voilà comment il faut l'adresser. Et si vous vous mettez d'accord pour mettre en place les parcs relais à un bout, les pôles multimodaux à l'autre et les services entre les deux, qu'ils soient de covoiturage type ECOV ou de ligne express autocar, eh bien, l'État financera à hauteur de 20 ou 30%. Voilà, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance, mais dans le passé, ben, ça n'a pas quand même interdit de bonnes initiatives. Et donc, c'est par la coopération qu'on pourra peut-être aller plus vite. Merci. Thierry Veil avait des questions. J'en avais plein, mais comme l'heure tourne et que vous avez beaucoup répondu, j'en ai plus qu'une. Alors d'abord, merci parce que c'était vraiment passionnant. Vous nous avez montré que les choses bougeaient, à la fois au niveau des solutions techniques. Vous avez parlé du télétravail, vous avez parlé des plateformes, y compris pour trouver des chambres à louer plus près de là où on fait son stage d'apprentissage. Alors, j'aurais juste une question. La question que Madame Agnès Pannier-Runacher doit être en train de se poser aujourd'hui face à la précarité de mobilité. Vous nous avez rappelé qu'il y avait 9 millions de personnes concernées et les cartes qu'a projetées M. Brotteau en début étaient quand même impressionnantes. Est-ce qu'on peut cibler les personnes en précarité énergétique sans arroser tout le monde, c'est-à-dire financer l'essence du gars qui va passer son week-end en SUV à faire du tourisme, et sans perdre l'incitation qui fait que les gens vont avoir des arbitrages différents entre le prix du foncier loin des villes et le coût du transport. Est-ce qu'on est capable de mieux utiliser l'argent public pour aider les gens qui sont très affectés par la hausse des coûts des transports, sans pour autant les décourager d'améliorer leur comportement? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre. Je sais qu'il y a eu sur les quotas carbone un débat au niveau européen avec une répercussion en France sur la question, peut-on appliquer cela au comportement individuel? Alors apparemment, on a dit que non. Parce que c'était trop compliqué, parce qu'on ne savait pas justement, comme vous le dites, cibler correctement ceux qui sont vraiment qui sont légitimes à recevoir ces aides versus ceux qui ne le sont pas. Je n'ai là-dessus qu'un feeling assez général, qui est que, en gros, quand ça va mal, la seule solution, c'est les incitations
c'est le chèque carburant, c'est le chèque je ne sais pas quoi, c'est la prime aux véhicules électriques, parce que dans l'immédiat, il faut faire ça. Par contre, ces solutions-là ne sont pas durables. Et donc, ce qui marche, à mon avis, beaucoup plus à moyen et long terme, c'est de profiter évidemment de cette période intermédiaire pour mettre en place les investissements, les équipements, les aménagements. Donc ça, c'est du béton, du bitume et du financement. Là-dessus, la couche de services. Au-dessus de la couche de services, comme le disait notre collègue, la couche de digital, d'intelligence, pour permettre une évolution des comportements qui est fondée sur des services, des investissements, et pas uniquement sur des incitations financières. C'est pour ça que je citais l'exemple des États-Unis. L'exemple des États-Unis avec les voies réservées, ils ont un outil pour piloter les comportements. Si on avait ne serait-ce que 200 km de voies réservées à Paris et 100 à Toulouse, on sent bien que ce serait beaucoup plus facile d'encourager le covoiturage. Voilà, donc mon feeling, c'est qu'il faut un mix. Dans l'urgence, il n'y a que les aides, mais il ne faut pas attendre trop pour réfléchir à quelle est la conception du système de transport qui permettrait de répondre à ce sentiment d'invisibilisation qu'ont les territoires, la France des territoires. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, moi je dis, mais écoutez, il faut créer 3000 gares routières. Après tout, on a 3000 gares ferroviaires. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Si le problème, c'est la décarbonation de la voiture, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Il se trouve qu'ils sont sur des grands fleuves qu'on appelle des autoroutes, qui débordent tous les matins, que ce soit sur Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Carcassonne. Et donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Bon. Par ailleurs, on a des territoires qui ont perdu les services. Eh bien, il faudrait au moins leur envoyer un signal en leur disant, ben, on va investir un peu, on va faire des parcs relais avec une vraie gare routière, c'est-à-dire un bâtiment qui est chauffé, avec des toilettes, avec, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça pour une gare routière, pourquoi on n'a qu'un poteau, avec du Wi-Fi, avec de l'information dynamique, et qui nous dit, ben voilà, il y a une ligne de covoiturage que vous pouvez utiliser, il y a un bus qui arrive dans 10 minutes, ou qui permet à la communauté de communes d'organiser sa mobilité. Voilà, je pense qu'il faut envoyer des signaux de ce type très vite. Ça ne coûte pas une fortune, on est dans des territoires peu denses. C'est mon feeling. Ouais, bah j'avais Thierry, pour rebondir sur ce que vient de dire André, j'aurais été plus radical que lui parce que je suis complètement d'accord avec lui sur l'investissement qui est plus durable, entre guillemets, sur les effets long terme, mais il y a une difficulté de gestion du court terme. Après, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être un peu plus sélectif, je vais prendre juste les primes aux véhicules électriques. Ça a contribué au développement d'un constructeur californien ou d'Austin, ça dépend d'où on parle, entre guillemets, et on voit bien qu'on aurait pu être plus sélectif. Alors après, on nous explique que c'est lié au règlement européen, etc. Je trouve que les règlements européens ont bon dos souvent sur ce genre de sujet, puisque avec un petit peu, on est capable de créer des taxes en France. Je pense qu'on est capable de mettre des critères qui permettent de contourner certaines difficultés réglementaires européennes. Mais je pense qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire être plus sélectif, plus pointu, plus ciblé. Aujourd'hui, avec le numérique, avec le prélèvement à la source, avec les déclarations en ligne, etc., je pense qu'on a tous les outils, entre guillemets, numériques pour cibler. Faut-il encore avoir les bons critères et avoir le courage, entre guillemets, de les appliquer en faisant, entre guillemets, un grand tri. Et très sincèrement, comme vous l'avez dit, l'exemple qui est un peu caricatural, mais sur lequel je suis complètement en phase avec vous, le SUV qui part en vacances versus le travailleur éloigné du domicile travail, je pense qu'on a deux grandes catégories sur lesquelles on peut faire une critérisation assez facile par les revenus, par l'habitat, par le domicile. Enfin bref, on est capable de faire ça. Donc je pense qu'on est capable d'être plus pointu sur ces questions-là. Après, tout dépend quel est l'objectif que l'on cherche à atteindre. Mais en tout cas, moi, je vais encore plus loin qu'André. Je suis dans la même lignée, mais je pense qu'on peut vraiment, sur le court terme, être plus pointu parce que ça donnera des moyens fondamentalement. Parce que l'arbitrage, il est fait entre le court terme et le moyen terme. Et aujourd'hui, le fait de mettre le paquet sur le court terme nous handicape sur le moyen terme. Mais on est capable de certaines choses. Prenez les coronapistes. Vous expliquer qu'on ne pouvait pas faire des aménagements cyclables, c'était trop compliqué, etc. Le jour où on a eu besoin de pistes cyclables très rapidement, on en a eu plein. Alors le problème, c'est que ça n'a pas permis d'enlever des gens de la voiture, ça a permis d'enlever des gens du transport en commun. Donc, comme quoi, quand je dis qu'il faut piloter sérieusement ces genres de sujets, ça montre que des fois, les reports modaux ne sont pas là où on souhaiterait qu'ils soient. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Merci à l'ensemble des participants et des intervenants d'avoir fait de ce séminaire un séminaire très, très riche en enseignements concernant l'accès au logement et à la mobilité.